Bienvenue dans Ferment Mind, le podcast qui pétrit la pensée et façonne les idées. Je suis Étienne Volk, boulanger passionné, et je vous invite à plonger avec moi dans l'univers de la boulangerie, où chaque épisode est une opportunité de faire fermenter nos esprits. Dans cette émission, je m'entoure d'invités passionnants qui partagent leur expérience et leur connaissance du métier. Ensemble, nous explorons les enjeux sociétaux, éducatifs et climatiques qui entourent notre profession, pour nourrir non seulement nos connaissances, mais aussi nos consciences. Préparez-vous à un voyage où la passion se marie à la réflexion profonde. Ferment Mind, là où la chaleur du four rejoint la chaleur des idées. Amis passionnés, bonjour et je suis très heureux de vous revoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de Ferment Mind. Et aujourd'hui, vous pensiez qu'on allait parler de fermentation, qu'on allait parler d'un des ingrédients les plus vieux de l'histoire de notre civilisation, des céréales aussi qui ont été utilisées pour la première fois pour un ingrédient, un aliment en particulier. Et non, aujourd'hui on ne va pas parler de fermentation du pain, mais non, on va parler de fermentation de bière, de brasserie, de microbrasserie. Aujourd'hui on est à Alma au lac Saint-Jean et je suis en compagnie de Lionel. Lionel, bonjour. Bonjour. Et comment vas-tu ? Pas plus mal que si c'était pire. Eh c'est parfait alors. Ouais. Alors j'espère que tu es prêt pour qu'on discute un petit peu pendant un petit moment. J'ai 2-3 petites questions avant pour commencer. C'est fort. Ça s'appelle bien ou mal, c'est assez facile. Je te pose des questions, tu peux répondre que par bien ou par mal. Oh shit, c'est bon. Ça te convient ? Vas-y, on envoie. On envoie ? Ok, c'est parti. Bien ou mal de boire des Bud Light ? Alors, on va dire mal. Ok, bien ou mal de faire du dry hopping dans toutes les cuves ? Ah bien. Mais on a le droit d'argumenter, non? T'argumenteras après, on aura Allez, tout le on va temps. dire bien, parce que sinon on est dans la merde. Ok, bien ou mal de mettre du sirop d'érable dans un fermenteur ? Ah pourquoi pas? Ok. Bien ou mal les canettes en alu pour la bière ? Oh bien. Ok. Bah oui, bien, c'est bon pour l'environnement, ça. Ok. Bien ou mal de brasser partout et n'importe quoi ? Ah là, tu parles à un brasseur. Évidemment que c'est bien. Ok. Moi, c'est mon métier brasser, là, je brasse tout. Ok. Bah écoute, de la bière d'ailleurs. on reviendra sur les questions si tu veux pendant tout le fil de cette première rubrique, la rubrique Casser la croûte. Et aujourd'hui, dans cette rubrique, justement, tu vas nous parler un petit peu plus de toi, un petit peu plus de la brasserie pour tous ceux qui ne connaisseraient pas. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens boivent de la bière mais ne savent pas toujours comment on la fait, comment ça se pratique à l'intérieur d'une brasserie. Donc vas-y, un peu je te laisse la parole. Tu veux mon parcours, c'est-à-dire? Ouais, si tu pourrais nous expliquer un petit peu d'où tu viens, comment c'est venu à toi. Moi je suis comme tu l'entends, puis comme tu le sais, je suis français aussi. Fait que tu es originaire de Nice, sur la Côte d'Azur. Ça fait que moi je suis arrivé au Québec, ça fait une quinzaine d'années. Évidemment, je suis pas arrivé pour brasser de la bière au départ, je suis arrivé pour les études. Ça fait que c'est ça, j'ai fait pas mal d'études. J'ai passé de longues années à l'université pour me ramasser dans une brasserie parce qu'au final, on est bien dans une brasserie. Donc, t'as fait des études, tu me disais tantôt, de j'ai fait un bac en géographie, j'ai fait une maîtrise en écologie forestière, puis j'ai complété aussi un doctorat. Avant de me rendre compte que c'est bien beau tout ça. En fait, je l'ai surtout fait pour le plaisir, on va se le dire. Mais c'est ça. À un moment donné, moi je dis tout le temps, tu fais un doctorat, tu n'as pas d'argent, puis tu as soif. Parce que c'est long un doctorat. C'est vrai que tu apprends à brasser, puis tu te retrouves en brasserie. Avant de te retrouver en brasserie, tu fais ça à la maison pendant des années, puis c'est ça qui s'est passé. Puis là, tu développes des recettes. Donc tu as commencé en faisant de la brasserie à la maison ? Ouais, c'est ça. Dans le fond, moi, j'ai pas de formation en tant que brasseur. Je suis complètement autodidacte, mais disons que c'est ça. Ce que ça prend pour être brasseur au Québec, c'est surtout de connaître les ingrédients, connaître tes recettes, connaître les styles de bière, tout ça. Puis ça s'apprend pas vraiment à l'école. Là, ça va apprendre de faire des erreurs, ça apprend de brasser à la maison. On a des formations au Québec maintenant, depuis relativement récemment. Alors, il y a des gens qui se forment, aux techniques de sécurité de production en microbrasserie. Mais c'est ça, ça prend aussi d'avoir la main sur les ingrédients. C'est ce que je me demandais, s'il y avait beaucoup le cursus justement en microbrasserie, si ça prenait à l'école, s'il y avait vraiment des filières, etc. Il y en a une à Jonquière, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est pas mal la seule qui est reconnue par l'État au Québec. En fait, elle vient de fermer. C'est ça. Il y a l'Institut brassicole du Québec aussi qui existe, je pense, à Saint-Hyacinthe, si je dis pas de conneries. Je dis sûrement une connerie. Peut-être. Dans ce coin-là, on checkera. Là, mais c'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte que aussi souvent les métiers autour de l'alcool, que ce soit de la distillerie, des spiritueux ou même vraiment l'hydromellerie et tout, c'était souvent t'apprenais sur le tas ou t'apprenais vraiment avec des gens qui t'expliquaient leur métier. Parce qu'il n'y a pas de formation là-dedans. Ça prend des années, ça prend beaucoup de batchs.
ça prend beaucoup d'erreurs. Ça prend beaucoup de bières dégueulasses aussi, tu sais, on en a fait. Et puis ça en prend d'en faire parce que c'est ça, avant de faire une bonne bière, t'en fais une dizaine de dégueulasses. Puis là, ça te prend des potes pour y goûter parce que là, puis ça te prend des potes qui sont honnêtes. J'avais cru entendre une bière à la langue de sèche. Ouais, ça c'est un échec lamentable, mais c'est ça. On en parlera pas. T'es au courant des affaires, hein? Ouais, je suis au courant de pas mal de choses. C'est parce que j'ai été cheap sur langue de sèche, mais c'était une bonne idée de base. Mais okay. Donc peut-être un futur retour. Pourquoi pas, ça coûte cher la langue de sèche. Justement, tu vois, je me l'étais noté tes premiers essais, tes premières erreurs, vraiment les choses qui... Ouais, langue de sèche, ça en fait partie. Écoute, je pense que c'était une bonne idée. Il y a des choses qui se font en brassage maison que tu peux pas faire dans une brasserie comme ça, parce qu'évidemment, racheter une langue de sèche dans un fermenteur de 3000 litres, là, c'est que ça va coûter très cher en langue de sèche, c'est des choses un peu folles. Est-ce qu'il va y avoir un marché pour ça, tout ça? Quand tu brasses maison, t'as pas ces questions-là, donc t'es beaucoup plus libre, puis c'est le fun. Bon, là, c'est juste parce que j'avais acheté une langue de sèche qui avait, tu sais, comme, je sais plus comment ça s'appelle, de la gélatine végétale dedans, pour garder un aspect un peu comme épais dans le... Ouais, c'était un peu cheap, là, mon affaire. Bon, l'idée, c'était de faire une bière blonde qui était noire par langue de sèche, puis qui est une bière salée, une gauze, une bière acide et salée. Elle devait être salée avec langue de sèche. Bon, ça a biphasé complètement. J'avais une partie noire, une partie blonde, ça n'avait aucun sens. Mais bon, Justement, en parlant de trucs funky, bière au pain, bière fermentée à 100% avec du levain. T'es au courant, on l'a fait ensemble. J'ai pu en filmer quelques plans d'ailleurs. Je vais essayer d'en faire une petite vidéo, monter ça un peu sympathique. Avec plaisir. Toi, c'est quelque chose qui te fait kiffer? Moi, tout ce qui est fermentation, tout ce qui est extrême, tout ce qui est bizarre, c'est sûr que moi je triple. C'est ça. Moi, je suis arrivé là pour ça. Moi, je pense que tu vois, la brasserie, le milieu brassicole, le métier de brasseur, c'est un petit peu un métier un peu au croisement entre la science, qui est une partie de ma carrière pareil, et puis l'art. Et bon, là, j'avoue que moi, je joue pas de musique, je dessine mal. Non, mais l'art a beaucoup de facettes. Tu vois, moi, c'est pareil. Je trouve qu'en boulangerie, on peut faire de l'art aussi. Oui, c'est ça. On a tous une façon d'exprimer son art, une façon d'exprimer ce qu'on... Mais je trouve que, justement, c'est la question que je me posais. Comment, en micro-brasserie, comment en brasserie, tu arrives à exprimer ta créativité, ton art? Ça va souvent se passer sur certains goûts, certains arômes, où tu vas pouvoir avoir beaucoup de techniques différentes. En fait, moi, tu vois, dans mon parcours, je suis quand même jeune brasseur. Hein, ça fait 8 ans, 10 ans bientôt, je pense que je suis brasseur professionnel. J'ai fait quelques brasseries. Il y a des brasseurs comme ça qui font longue carrière dans une brasserie. Bon, moi, j'ai fait plusieurs brasseries. Et évidemment, dans chaque brasserie, il y a des philosophies différentes. Il faut que tu respectes la philosophie de la brasserie. Tu peux pas arriver puis imposer ton style. Mais c'est ça, fait que j'ai eu l'occasion de travailler avec différents styles, différentes visions de la bière aussi. Okay. Et puis c'est ça, il y a des brasseries dans lesquelles tu es plus libre. Là, moi je reviens de l'opéra. Bon, évidemment, l'opéra c'est typiquement la brasserie où tu peux mettre des homards dans la bière, tu peux mettre des skateboards dans la bière, tu peux faire n'importe quoi, tu t'amuses, puis c'est cool, tu sais. Okay. Mais à l'inverse, mettons, travailler par exemple à la Micro du Lac, c'est pas que c'est pas le fun, c'est que c'est une brasserie traditionnelle de bière belge. Bon, tu iras pas mettre un skateboard dans le fermenteur, ce serait mal vu, tu vois. Donc, dans n'importe quel fermenteur, je sais pas si c'est une bonne idée de mettre un skateboard. Ouais, bon, on n'a pas mis un skateboard avec les trucks, les roues, tout. Là, on a fait faire des planches en chaîne. En fait, j'étais même pas encore là à l'époque, là, mais c'est. Bon, vraiment. On a fait faire des planches de chaîne en forme de skateboard torréfiées qu'on a mis dans les fermenteurs comme. Pour simuler cet aspect boisé et tout. Ouais, ça simule le barricage finalement, parce qu'on n'avait pas de place pour les barriques. Puis, c'est ça. Et du coup, avec un peu de système D, tu arrives à faire des trucs un peu différents. En fait, c'est parce que tu n'as pas la place pour les barriques. C'est là où je te dis que c'est créatif. Tu vois, mettons, tu n'as pas la place pour les barriques de chêne parce que tu es dans un sous-sol sur la rue Saint-Dominique, un peu punk, grunge style. Tu es comme, moi, j'ai pas un chai magnifique avec plein de barriques, tout ça, mais j'ai envie de faire ça. Et comment on fait? Puis comment on fait pour se distinguer d'une brasserie qui a ça, là, ces fûts-là, puis tout? Voilà, écoute, on fait ça sous forme d'un skateboard, on met ça là, on appelle Radio-Canada, on est en train de mettre des skateboards dans la bière. Man, ça fait 10 ans que ça... Moi, j'étais même pas là quand ça a été fait. Ça fait longtemps, là, c'était à l'ouverture de l'opéra. Moi, je viens de quitter l'opéra là, j'ai passé 4 ans là. Ça fait 4 ans, toutes les semaines, on me parlait de la bière au skateboard. Mais tu vois, on est mal équipé, on s'amuse, on est créatif, et boum, ça marche. Ouais, tout à fait. Donc, d'ailleurs, moi... on va pouvoir en parler justement un petit peu, faire une espèce de... nous expliquer de façon très synthétique et un peu simple, une petite vulgarisation, je cherchais le mot, sur comment ça se fait de la bière, les étapes un peu clés pour que les gens puissent comprendre. Mais moi, quand je suis venu pour justement voir un peu, quand on a fait cette bière au pain, au levain et tout, j'ai trouvé ça trop cool. Et c'est vrai que de voir les choses là, on se rend compte qu'il y avait vraiment
des passerelles entre nos deux métiers, entre mais la là, boulangerie, c'est pas des passerelles, c'est la même chose. C'est quasiment la même chose. Les ingrédients, on enlève le houblon, c'est les mêmes. On travaille avec des céréales, à fermenter des jus de céréales. Ben, moi, des jus de céréales, toi, vraiment des pâtons, mais c'est grosso modo, c'est la même chose. C'est ça, tu sais que j'ai failli switcher vers la boulangerie à cause que les ponts, pour moi, sont évidents. Pour moi, c'est le même métier. Que tu fasses du pain ou de la bière, tu fermentes des céréales. Donc, pour moi, c'est la même chose. Exactement. Ouais. Donc là, vulgairement, tu veux faire de la bière, que ce soit à la maison ou dans une microbrasserie. Tu passes par quelles étapes? Tu commences par quoi? Tu choisis tes graines, tu choisis tes céréales? Ouais, ben ça, évidemment, il y a la sélection des matières premières. Ça, c'est évident que c'est une première importance parce que, pour faire une bonne bière, il faut commencer par avoir des bons ingrédients, évidemment. Après, évidemment, à la maison ou dans une brasserie, il va y avoir des méthodes un petit peu différentes, quoique c'est relativement pareil. En vrai, moi, quand j'ai commencé, tu vois, on brassait quasiment, on dit souvent dans la salle de bain pour rigoler, parce que quand tu brasses, l'équipement le plus important, c'est le drain. Tu sais, à un moment donné, tu vas produire beaucoup d'eau, beaucoup de rejets, tout ça. Soit tu brasses dehors, soit tu brasses dans ton bain quasiment. Là, tu sais, je veux dire, tu as besoin de nettoyer tes équipements, tout ça. À part ça, en vrai, c'est relativement similaire. Ça fait que, je suppose que tu veux qu'on parle un petit peu du procédé, de la façon de faire de la bière. Si tu peux, ouais. Pour résumer ça, que ce soit pas trop chiant pour les auditeurs. En quelques étapes. Écoute, grosso modo, ce qu'on fait, c'est une infusion de céréales avec, souvent dans le cas de la bière, c'est de l'orge. Parce que l'orge a un pouvoir enzymatique assez grand. On a besoin, en fait, il faut comprendre dans les céréales, il y a de l'amidon, donc un sucre qui est assez complexe finalement. Il faut voir les sucres comme une longue chaîne, tu vois. Puis l'amidon, c'est assez grand, en fait. Ça veut dire que la levure n'est pas capable de le fermenter. Il va falloir couper ça en petits morceaux, puis ça, c'est le rôle des enzymes. Dans l'orge maltée, on retrouve beaucoup d'enzymes parce que l'orge, on va le faire germer à la malterie. Et ça permet d'activer ces enzymes-là. Dans la nature, ces enzymes-là, ils permettent de faire pousser la plante, tout simplement. C'est la réserve d'énergie de la graine qui permet de pousser avant même qu'elle puisse faire de la photosynthèse, tout simplement. Parce qu'évidemment, si elle n'a pas les feuilles, elle ne fait pas de photosynthèse, elle ne peut pas créer de l'énergie. Donc, elle a une réserve sous forme d'enzymes et de sucres complexes. Et voilà. On va se servir de ça. Pour que la graine germe puis que les enzymes s'activent, ça prend des conditions particulières d'humidité, de température. Évidemment, la graine ne va pas germer si elle est dans ton placard au sec. Par contre, tu la mets dans la terre, un petit terreau, un petit peu d'humidité, elle va germer. Okay. L'idée, en fait, c'est ça qu'on veut faire. Nous autres, on va tremper le grain dans l'eau à une certaine température dans ce qu'on appelle le mash tun ou la cuve d'empâtage. L'empâtage, c'est littéralement le moment où on mélange ces grains-là avec de l'eau chaude. Et ça va permettre d'activer ces enzymes-là. Ils sont dans les bonnes conditions. Donc, ils vont travailler les sucres, les réduire dans des sucres plus simples, du maltose, du maltotriose, du glucose, du fructose, whatever. Et c'est ces sucres-là qui vont être fermentés par la levure pour faire de l'alcool. Donc, nous autres, c'est ça qu'on veut extraire des grains. Évidemment, pendant le processus de maltage, c'est pas nous qui faisons ça, c'est vraiment la malterie. Le grain, on va le laisser germer pour activer ces enzymes-là. Au moment où il germe, évidemment, on va arrêter ça, donc on fait sécher les grains. À ce moment-là, il y a plusieurs méthodes pour faire ça, et puis il y a plusieurs recettes dans une malterie. Donc on peut faire un grain très blond en le faisant sécher très doucement. On peut vraiment aller jusqu'à la torréfaction, comme un café ou un chocolat. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Et entre les deux, évidemment, il y a toutes sortes d'autres méthodes qui permettent d'avoir toutes sortes de grains. Donc de la même graine d'orge, on peut faire toutes sortes de maltes. Sachant qu'on peut faire du malt avec de l'orge, mais on peut le faire aussi avec du maïs, avec du blé, avec du seigle, avec tous les grains à peu près qui sont tous les grains qui peuvent germer, on peut les malter tout simplement. En fait, on les fait juste germer. Donc, ça permet d'avoir un inventaire de grains possibles qui est assez immense. Et donc, on va, en fait, c'est comme des couleurs sur un paquet de crayons de couleur, quoi. C'est-à-dire, plus tu as de grains, plus les possibilités sont grandes. Et puis, donc, on assemble ces couleurs-là comme ferait un peintre pour un tableau, là, tu vois. Et on va constituer ce qu'on appelle le mou. Donc, le mou, c'est un jus sucré, finalement. Moi, je dis tout le temps aux gens qui ont fait visiter la brasserie, moi, je suis brasseur, mais je suis pas brasseur de bière. Moi, je suis brasseur de mou. La personne qui fait la bière dans la brasserie, c'est la levure. Moi, je fabrique pas d'alcool. C'est-à-dire, moi, toute la journée, je fabrique du sucre, en fait. Ma job à moi, c'est de fabriquer des sucres. C'est vraiment le point commun qu'on a avec la boulangerie, c'est que nous, on intervient que dans des petites étapes, mais qui vont être super significatives. Et après, c'est le temps qui va être le vrai seul ingrédient, le seul maître sur toute notre procédé du début à la fin. Ça, c'est très important. On est juste là pour aider, donner un coup de pouce et faire prendre une direction. Mais en fait, c'est le temps, c'est la fermentation qui va tout faire. En fait. Et ça, c'est très important. Le temps, souvent,
dans le marché de la microbrasserie, c'est un marché quand même assez actif où il y a quand même beaucoup de joueurs puis beaucoup de changements rapides. De plus en plus, surtout maintenant. On essaye d'aller vite des fois. Puis il y a une brasserie en Belgique qui s'appelle Cantillon, qui est une des brasseries les plus réputées. Sur la devanture de la brasserie, ils ont marqué le temps ne respecte pas ce qui est fait sans lui. Vraiment pour que le brasseur, lui, se rappelle que Chris, tu peux pas faire une bière sans plus vite. Tu peux pas faire. Tu peux toujours tout faire plus vite. Mais c'est là que tu tombes sur des bières de moins bonne qualité, du pain de moins bonne qualité. Absolument. Toutes les étapes vont prendre du temps. Nous, on a la chance en boulangerie que prendre du temps, ça peut être genre 24, 48 heures max dans des fermentations. Vous, ça peut être plus long. C'est comme les gens qui font du vin, les gens qui vont faire des. Ça va être des. Oui, la maturation, parce que là, on parle de l'empâtage évidemment. Après ça, le mou va être bouilli. Surtout pour l'aseptiser évidemment, parce que nous, après, on va inoculer des levures. On a besoin de respecter les caractéristiques de la levure. De la même manière qu'on sélectionne un malt, on va sélectionner une levure pour ses caractéristiques. Et à ce moment-là, forcément, le type de fermentation qu'on veut dépend de la levure. Alors, si on n'aseptise pas le mou, on va avoir la levure qu'on a inoculée plus toutes sortes de micro-organismes qui sont déjà dans le grain, déjà dans le mou, déjà dans l'équipement, etc. Donc, on fait bouillir la bière et puis ça nous permet aussi d'infuser le houblon, les différentes épices qu'on a besoin à ce moment-là. On va refroidir le mou, évidemment, avant d'inoculer la levure, sinon on va la tuer. Et puis, c'est ça. Là, la fermentation se passe dans le fermenteur. Ça dure à peu près 2 semaines, grosso modo. Là, on va récolter la levure pour les prochains brassins. On peut, à ce moment-là, effectivement, faire le dry hopping qu'on parlait tantôt, ou tout ça, ou rajouter encore des ingrédients à froid, parce qu'il y a des ingrédients qui ont besoin d'être à froid, parce qu'à chaud, ils vont se transformer ou se modifier. Et puis, voilà, quoi. Après, on va clarifier la bière, une période de garde à froid pour la clarifier, tout ça, puis on la gaze, et puis voilà. Pour la gazer, ça se fait naturellement, c'est avec des... Il y a plusieurs méthodes. Traditionnellement, ça se faisait en bouteille. Quand on faisait beaucoup de bouteilles, on refermentait en bouteille. Il y avait une nouvelle fermentation, c'est-à-dire qu'on transférait ce qu'on appelle maintenant la bière et non plus du mou, parce que la fermentation est passée, donc il y a de l'alcool dans le liquide. Donc à partir de là, on peut parler de bière. Et la bière se ramasse dans la bouteille, on va rajouter un petit peu de levure, un petit peu de sucre, on ferme la bouteille. Il y a une nouvelle fermentation qui va se passer. Évidemment, dans le fermenteur est jamais complètement fermé, parce que la fermentation, c'est littéralement la transformation des sucres en alcool. Mais il faut comprendre dans cette transformation-là que dans un sucre, c'est une chaîne carbonée, un sucre. L'alcool, il n'y a pas de carbone dans l'alcool. Donc le carbone, il faut qu'il s'échappe à quelque part parce que tout se transforme, rien ne se perd. Tu connais le délire de la voisine? C'est ça. C'est ça. C'est que le carbone, lui, va s'échapper sous forme de gaz carbonique. Bon, évidemment, si tu fermes le fermenteur, ça devient une bombe. Puis il y a des fermenteurs de 3500 litres de même, ça fait des moyennes bombes. Donc, il ne faut pas que ça arrive, évidemment. Dans la bouteille, par contre, c'est ça qu'on veut. En fermant la bouteille, le gaz va comme rentrer en solution. Que ce soit en canette, quand tu la décapsules, ou le bouchon, que ça fasse un beau... Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Si le gaz ne peut pas sortir, il va rentrer en solution dans le liquide. Puis c'est ça qu'on veut. Et là, évidemment, on peut calculer avec la dose de sucre, etc., la quantité de gaz qui va être produite. Tu peux toujours contrôler les facteurs vraiment... Et puis, c'est important dans certains styles, comme les styles belges, entre autres, quand on travaillait à Microdulac, c'était très important de faire de la fermentation en bouteille parce que ça apporte une signature. Évidemment, la levure apporte aussi un goût pendant la fermentation, et puis ça, c'est important. Dans la plupart des styles, maintenant, surtout les bières sont en canette, puis tu sais que maintenant au Québec, la plupart des bières sont en canette. Quasiment, ouais. Donc, ça fait que la canette, c'est un contenant qui est plus difficile pour la refermentation parce que, évidemment, c'est plus fragile. Et puis, il n'y a pas beaucoup de styles, à part les styles belges ou quelques styles qui bénéficient vraiment de la fermentation en bouteille. Pour la plupart des styles, ça a moins d'importance. Tu vas réussir à pouvoir le faire en canette, quoi. Ouais, c'est ça. Quand on le gaze, nous autres, on le gaze dans ce qu'on appelle la bright tank, la cuve de conditionnement. On a vraiment une pierre de gazage, vraiment un cylindre microporé en stainless. On infuse des microbules de CO2 qui vont se dissoudre naturellement dans la bière, mais ça prend 3 jours au lieu de 2 semaines en bouteille si on faisait une refermentation. Okay. C'est ça. Et ça t'a pas choqué le fait de faire de la bière en canette, genre, enfin, il n'y a pas eu un espèce de tabou, genre... Alors oui, puis non, je te dirais que ça, c'est un truc, un truc européen, ça. En vrai, moi, quand je suis arrivé ici, parce que, je pense que même en Europe, ça a changé. Ouais, je pense aussi. Ouais. Mais c'est vrai qu'au tout début, quand j'étais jeune, les gens ils avaient tendance à dire... La bière en canette, c'est de la bière de Clodo. Ouais, c'est ça. C'est la 8-6, quoi. Ouais, la 8-6, c'est ça. Voilà. Mais ça, au début, je t'avouerais, quand j'ai vu le marché gérer sur la canette, j'ai été sceptique aussi, comme beaucoup de brasseurs, en vrai. Mais tu sais, la canette...
on est au Québec, on est au Saguenay en plus, dans la vallée de l'aluminium. Et puis l'aluminium, on peut le refondre à l'infini. Ta canne était vide, tu la compactes, tu la mets dans un sac, ça prend pas de place, c'est léger à transporter, ça coûte moins cher à transporter, c'est facile à refondre. Les bouteilles, on les refondait pas à chaque fois, c'est-à-dire qu'il y avait une compagnie qui s'appelait le Maître Emballeur qui allait les nettoyer à chaque fois puis les renvoyer aux brasseries. Mais tu sais, il y avait de la perte, là, à un moment donné, une palette de bouteilles, là, c'est fragile, ça casse, puis là... Ouais, puis c'est plus... Puis les dépanneurs, la consigne, c'était compliqué à gérer, là, des consignes. À chaque fois, tu ramènes ta bouteille, c'est bien, toi, tu ramènes ta bouteille, c'est fini, mais dans le backstore, là, ils s'accumulent les bouteilles, puis il y a quelqu'un qui gère des vieilles bouteilles sales avec des botches dedans, puis tout, c'est pas tant le fun. Ouais, vraiment. Ça fait que l'aluminium, c'est ça, c'est plus facile. Et puis, je pense qu'il y a des études qui démontrent que dans l'analyse de cycle de vie du produit, l'aluminium est plus écologique, c'est-à-dire que transporter la bouteille avec son poids, avec son volume, avec le risque de casse, pour la nettoyer et la ramener, ça consomme plus de carbone que juste faire fondre l'aluminium et recommencer. Donc, bon, finalement, tout le monde a viré sur l'aluminium parce que c'est juste plus facile. C'est sûr, et il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a par exemple des choses qui parlent un peu de peut-être les altérations du goût avec l'aluminium ou les micro il y a eu comme dans toutes les affaires de même qui sont un peu nouvelles, il y a toujours des théories du complot, des choses de même. À un moment donné, on pensait que ça donnait l'Alzheimer, je pense, l'autisme ou je sais pas quoi. Des trucs, c'était quand même un peu fou. Là. Mais non, il n'y a aucun risque avec l'aluminium. De toute façon, non, il n'y a aucun risque avec... c'est ça. C'est... Ok. Non, en tout cas, moi, j'ai pas développé de spectre de l'autisme depuis que je bois de la bière puis j'en bois en crise. C'est bon? Rassurez-vous, tout va bien. Un brasseur, ça boit beaucoup de bière. Mais oui, il y a eu des idées là, mais bon, c'est complètement faux. Puis en tout cas, on a toutes sortes d'arcs scientifiques qui vont contre ça. Puis je veux dire, l'industrie a été de ce bord-là. Oui, tout à fait. Et puis de toute façon, c'est vrai que sur beaucoup de plans, c'est quand même il y a des avantages qui sont pas négligeables. Oui, et puis on est contrôlé aussi. Hein. Il faut savoir que brasser de la bière, ça se fait pas n'importe comment. Hein. Tu vois, il y a des permis d'alcool de la Régie des alcools du Québec, le palier fédéral aussi qui est là. Ça fait que on est contrôlé tout le temps. Si ça c'était dangereux, Santé Canada l'aurait interdit tout de suite. Ça fait que c'est pas le cas. Et justement, tu vois, on parlait d'altération du goût. Est-ce que, comme en boulangerie, vraiment, que tu l'as dit, mais il va avoir un impact vraiment significatif sur le changement de grain quand tu vas vraiment choisir ton grain pour la bière à la fin. Ça va vraiment changer tout du tout au tout, ou c'est surtout les étapes d'après? Absolument, le grain, selon moi, c'est vraiment l'une des étapes. Est-ce que la farine, par exemple, en boulangerie? Oui, absolument. C'est de la farine. Oui, c'est vrai. C'est juste qu'elle est... C'est juste que nous, elle est déjà elle est moulue. À part qu'elle soit pas moulue, et puis qu'en fait, on a beaucoup plus de choix dans nos farines que vous autres en boulangerie. Ouais, tout à fait. Moi, des maltes, je peux en commander, il y en a 400 sortes différentes, facile, sans problème. Vous avez aussi beaucoup de sortes, j'imagine. Mais là encore, je te parle de 400 sortes, c'est des sortes de maltage. Mais après, chaque malterie a un peu sa recette. Donc, mettons, je prends un pale malt anglais de Simpson ou la version québécoise de Inomalt, techniquement, c'est le même malt, mais sur la fiche technique, c'est pas pareil, il n'y a pas tout à fait la même couleur. Et puis d'une année sur l'autre, le blé, c'est comme nous, là, du coup, avec les farines, avec les cultures, etc., tu vas pogner avec un nouveau lot, il va falloir te réadapter, avoir une nouvelle saveur, etc. Puis c'est ça qui fait le charme aussi. C'est qu'à chaque fois, tu as des nouveautés qui arrivent. Il n'y en aura pas de facile, mais c'est là qu'on s'amuse. Exactement. Écoute, je te propose de passer à la deuxième rubrique, la levée des mystères, parce que là, on rentre dans les détails un petit peu. Alors, on y va pour les secrets, les semences. Là, levée des mystères, on va rentrer un peu plus dans les détails, un peu plus profondément. Tu veux savoir c'est quoi la recette, là? C'est ça, savoir la recette, etc. Mais écoute, pour commencer, on va, pareil, petite question bien ou mal pour démarrer cette rubrique. Vas-y. Si t'es prêt. Moi, je suis toujours prêt. Bon, c'est parfait alors. Alors, bien ou mal de fermenter en cuve ouverte? Bien, mais rare. Mais bien. Mais il y a des styles, excusez, je complète le bien ou mal, mais il y a des styles comme la saison belge, par exemple. La levure belge a tendance à faire ce qu'on appelle le stol. Elle fermente, puis à un moment donné, elle arrête de fermenter parce qu'elle déteste la pression. Alors, les brasseurs belges ont trouvé le truc, évidemment, ils ouvrent les cuves. Évidemment, ici au Québec, c'est un peu compliqué parce que tu ouvres la cuve, là, t'as la régie, tout ça, ils aiment pas, là, parce que là, tu sais, t'es à l'air libre. On dirait qu'on a peur des fermentations qui sont pas contrôlées. Mais en vrai, la bière, ça a un pH, puis ça a un taux d'alcool aussi, qui protège la bière de tout ce qui est bactéries entériques, etc. Il y a assez peu de risques à faire ça. Le gros risque, c'est que ta bière soit dégueulasse. De toute façon, on va en discuter un peu plus. Excuse-moi. Bien ou mal, c'est compliqué ton truc là. Oui. Bien ou mal, justement, de chercher un pH ultra acide, surtout dans une sour ou de... Ça dépend. Si ton but c'est qu'il soit acide, c'est bien. Si ton but c'est pas acide, c'est pas bien. Je sais pas. Bien ou mal de faire que des collabs?
Ah non, les collabs c'est bien, moi j'adore les collabs. Écoute, moi je passais par l'opéra, j'ai eu la chance d'en faire beaucoup parce que c'est un peu la spécialité de la place, puis j'ai appris énormément, on apprend en faisant des collabs, c'est génial. Ok, donc là je suis pas sûr de la question parce que je maîtrise pas le sujet. Okay. Vas-y. Bien ou mal d'utiliser un houblon cryo au lieu d'un cône entier? Alors, au lieu, je dirais mal. Disons que l'objectif du cryo, c'est de venir compléter le profil de saveur. C'est un peu comme maintenant, dans les houblons, il y en a des sous-produits de houblons nouveaux. Là. Maintenant, il y a des extraits de houblons liquides. Il y a des extraits au CO2, il y a des trucs cryogénisés. C'est ouf là, ce qu'on fait dans les houblons en ce moment. Okay. Mais disons que c'est souvent, dans ma pratique à moi, je préfère les avoir en complément du houblon classique, traditionnel. Okay. On va en parler un peu plus. On va en parler un peu plus justement dans cette rubrique-là. Mais deux petites dernières, bien ou mal. Bien ou mal de filtrer à mort et attaquer une bière? Ah ben mal. Okay. Ah ben mal, pourquoi c'est... Non, très mal. Très mal. Ah, okay. C'est mal. Bien ou mal de faire de la bière sans alcool? Alors, j'ai une théorie là-dessus que je m'étais promis que je partagerais à tes auditeurs, mais elle est un peu crue. Je ne sais pas si tu me le permets ou pas. Je te permets tout, vas-y. Ça va être très dur, je te préviens. Attention, ces propos ne sont pas les miens. Lionel décide de ses propos. À partir de là, je pense que tu vas perdre tous ces sponsors sur YouTube. J'en ai pas, donc ça tombe bien. Donc c'est parfait. Écoute, moi, j'ai un ami qui dit toujours, la bière sans alcool, c'est un peu comme licher ta sœur. C'est pas parce que c'est le même goût que c'est correct. Ok. Et du coup, t'étais pas prêt pour ça, hein? Non, du coup, je t'étais pas prêt, mais j'ai une nouvelle question qui vient de s'écrire. Vas-y. Bien ou mal de faire de l'eau gazeuse dans une microbrasserie? Ah, le bâtard. Bien, je suppose. Si je veux garder ma job, on va dire bien. Non, bien. En vrai, il y a plusieurs brasseries qui le font. Non, mais on rigole. Non, mais c'est parce qu'effectivement, la brasserie que je viens d'arriver, bon, voilà, on fait des produits d'eau. Acheter ça, c'est délicieux. Mais voilà, on n'est pas les premiers à faire ça. Il y a plusieurs brasseries qui le font. Bien sûr. Le marché est saturé, on se développe, on essaie de trouver des solutions, puis ça en fait partie. Bon, de toute façon, regarde, c'est soit on le fait, soit c'est Pepsi Cola qui va encore prendre tout le marché. Oui, voilà. Tout à fait. Donc, bon, non, mais bien. Est-ce que c'est la job d'un brasseur? Je sais pas. Je suis encore dans les doutes avec ça, mais. Bon, pourquoi pas? Écoute, pourquoi pas? Non, je suis pas convaincu, mais pourquoi pas? On aime beaucoup. Ouais. D'ailleurs, du coup, dans cette nouvelle rubrique, on va parler plus en détail. On a parlé déjà de pas mal de petits points, un peu la cuve ouverte, on va parler un peu de pH, un petit peu de tout ça, de cryo. On va peut-être un peu pour réexpliquer aux gens ce que c'est peut-être faire en cuve ouverte, les avantages que ça peut avoir, etc., de faire de la fermentation comme ça, qui est un peu moins contrôlée, comme du coup ils font ça beaucoup en Belgique, c'est ça? Ouais, les Belges font ça, ouais. Ben, il y a l'exemple inverse d'ailleurs. La cuve est littéralement ouverte sur le dessus en fait. Oui, elle est ouverte évidemment. Il y a des filets de protection pour les insectes. On fait pas n'importe quoi non plus. Mais disons que l'idée c'est qu'il n'y ait pas de possibilité de monter en pression dans la cuve. Donc du coup, elle a pas de limite en fait, c'est ça? Ouais, la levure a pas de limite au niveau de la pression. Tu sais que la fermentation est aussi exothermique, donc la température va augmenter aussi. Tu peux contrôler ça aussi, mais il y a des... C'est-à-dire que, disons que les conditions optimales de fermentation de levure ne sont pas forcément les conditions optimales de fermentation de la bière. C'est ça qu'il faut comprendre un petit peu. Une levure, disons que, tu sais, elle va vouloir fermenter naturellement à 30-35 degrés, elle va être bien, là, tu sais. 28-30-35 degrés, elle va être bien. Mais elle va tellement développer d'ester, de phénol que ça peut être intense. Évidemment, il y a des levures qui le font plus que d'autres, il y a des styles qui le tolèrent plus que d'autres, il y a des styles dans lesquels c'est ça qu'on veut aussi. Donc, évidemment, ça dépend un peu des contextes. Je dirais pas que fermenter en cuve ouverte, c'est une bonne chose. Ça dépend. C'est-à-dire, si tu fais une saison dans laquelle tu vas aller chercher ces goûts-là, oui, c'est bon. Disons que si tu fais une IPA, par exemple, la IPA est très sensible à l'oxydation. Tu vois, tu veux vraiment être enfermé. Ah là, tu veux jamais qu'il y ait d'oxygène. C'est en fait, surtout dans les IPA modernes où on met des doses de houblon assez énormes, c'est le cauchemar du brasseur, c'est l'oxygène. Okay. Donc évidemment, là, tu fermenteras jamais dans une cuve ouverte. C'est ça qui avait tendance à pour quelqu'un qui connaît pas spécialement le monde de la brasserie, mais qu'on boit, il voit toujours bière rousse, IPA, etc., stout, un peu tout ça. Mais tu sais, c'est des noms dont tu connais les goûts qui vont t'apporter quand tu dis je vais prendre ça, mais tu sais pas vraiment quel est le changement en production, qu'est-ce qui fait que ta bière c'est une stout ou c'est une IPA, etc. C'est ça que je trouve intéressant aussi, tu vois. Ça c'est cool parce que tu vois avec le temps, moi j'ai l'impression que la clientèle
La révolution de la microbrasserie, ça a maintenant, je sais pas, une bonne vingtaine d'années au Québec. Au Québec, c'est ça qui est fou, c'est que ça a vraiment... Les clients se sont éduqués avec le temps. Les clients, au début, ils avaient aucune idée de c'était quoi une bière. Puis pour eux autres, une bière, c'est une bière blonde, c'est tout. Maintenant, après, voilà. Boréal est arrivé avec la rousse. Boréal est même arrivé avec la première NEIPA au Québec, la Nord-Est. Il y a eu plein de choses. Il n'y a pas que Boréal qui a fait des percées dans le milieu de la microbrasserie. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été apportées par plein de brasseries. Et puis les clients, petit à petit, ils apprennent. Et puis, moi, pour y être, je suis pas dans le milieu depuis 20 ans, mettons, mais depuis une bonne dizaine d'années. Je te garantis que les clients il y a 10 ans et les clients maintenant, c'est pas les mêmes. Ouais. Ah non, c'est pas les mêmes. Avant, Du coup, les gens, tu as vraiment eu, comme presque avec le vin, pas des cépages, mais vraiment des gens qui vont aller chercher des arômes bien spécifiques, qui vont trouver de la bière en disant ouais, moi je veux telle sorte de bière, vraiment des bières haute qualité ou haut de gamme par rapport à de la. Et je trouve ça vachement cool. Puis tu as aussi un côté beaucoup plus. Comme pour la bière, tu sais, c'est pas du vin, c'est plus chaleureux, peut-être plus rassembleur, un peu plus chauvin. Chaleureux, je sais pas. Moi, je trouve que la bière, c'est surtout un peu plus le fun. Le vin, moi, j'adore le vin. Non, mais dans l'environnement de la clientèle, surtout ça que je disais. La bière, c'est festif. Puis la bière, c'est le fun. Puis la bière, ce qui arrive par rapport au vin aussi, c'est que le vin, c'est fait avec du raisin. Puis avec quoi d'autre? Du raisin. Tu sais, la bière, écoute, tout ce que tu peux trouver dans une épicerie, tu peux le mettre dans de la bière. Donc forcément, c'est créatif, forcément, c'est le fun. Puis, tu sais, la bière, ça a toujours été les jeux de mots bizarres, les bières louches. Dans l'histoire de la bière, pas moderne, hein, même les vieilles bières, il y a des histoires complètement Tu t'es renseigné un petit peu, toi, sur l'histoire de la bière, les prémices? Un petit peu, oui, évidemment, un petit peu. Et c'est ça qui est... Moi, ça m'a fait rire quand j'ai fait... ma vidéo justement sur l'histoire du pain où je disais voilà l'une des premières serrages, j'ai eu un commentaire justement comme ça de quelqu'un qui me disait oui mais non tu sauras c'est normalement le premier ingrédient c'est pas le pain, c'est la bière qui est venue avant le pain, etc. Et évidemment que la bière est arrivée avant parce que la bière est arrivée par accident. Je veux dire si tu stockes du grain parce que tu le manges le grain peut-être pas sous forme de pain, mais peut-être tu manges du grain comme ça. Mais tu laisses ça à la pluie, c'est fini, il pleut dans le baril, c'est fini, c'est sûr que ça va faire de la bière. C'est le chemin naturel de la graine. C'était la bière. C'est la bière. Mais parce que tu n'as pas besoin d'intervention humaine. Naturellement, si tu as juste de l'eau et du grain, le sucre va se diffuser dans l'eau. Ça va très mal fermenter. Comme beaucoup d'eau de vie alors. Oui, l'eau de vie, il y a une distillation quand même à faire. Donc tu as encore une intervention humaine. La bière, techniquement, évidemment, on peut diriger la fermentation, on peut diriger les sucres, on peut faire toutes sortes d'affaires pour que la bière soit meilleure. Mais c'est-à-dire faire une bière, ça revient à mélanger de l'eau et des grains, puis laisser ça dehors le temps que les levures de l'atmosphère vont inoculer. Dans ce cas-là, un peu plus comme l'hydromel peut-être. Ouais, c'est ça, une fermentation. Si il ne faut pas oublier qu'une fermentation, c'est un processus naturel. C'est pas supposé d'être fait pour qu'on puisse se saouler le samedi autour de la piscine. Maintenant, on en profite, on détourne un peu le procédé, mais ça reste un procédé naturel. Voilà. C'est vrai. Et d'ailleurs, tu disais ta rubrique Casser la croûte. Moi, j'ai déjà lu à quelque part, je ne sais pas si c'est vrai, les auditeurs corrigeront, mais j'ai déjà lu que casser la croûte, ça n'avait rien avec le pain. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que c'était les bières sumériennes. À l'époque où on faisait des bières sûres, on ne faisait pas des biires sûres comme on fait maintenant, c'est-à-dire les bières devenaient sûres naturellement parce qu'il y a des bactéries lactiques dans l'atmosphère. Et les bactéries lactiques, elles détestent l'oxygène. Elles ont tendance à faire ce qu'on appelle une pellicule. C'est vraiment une pellicule blanche sur le top. Ça ressemble à comme des bulles un peu. Tu sais que ta bière est contaminée quand tu vois cette pellicule blanche. Cette pellicule blanche, quand tu la laisses longtemps, elle devient épaisse. Puis ça prend les Sumériens. Il y a des gravures sumériennes où tu vois des gens autour d'une fiole avec une paille, littéralement, qui perçaient cette croûte-là pour boire la bière qui avait en dessous. Okay. Donc l'idée veut que le casser la croûte vienne de là. Je ne sais pas si c'est historiquement vérifié ou quoi que ce soit. Ça a été modifié un petit peu avec le temps et réutilisé pour le pain. Ouais, tout à fait. Mais est-ce que c'est vrai ou pas? Bon, là, moi je suis pas historien, mais j'ai déjà entendu cette histoire-là. Puis c'est vrai qu'il y a des gravures sumériennes où on les voit. Les Sumériens, c'est avant les Grecs, avant ça. C'est genre les Égyptiens, les pré-Égyptiens, ceux 3-4 000 ans. Ceux qui ont inventé l'agriculture, le croissant fertile, tout ça. C'est ça. Tout à fait. C'est ça qui est intéressant, c'est de dire que la bière a à l'instar du pain, vraiment suivi les civilisations, évolué avec elles. Oui, puis on s'est rendu compte qu'à un moment donné, bord de l'eau de la rivière, là, mettons les Sumériens, c'est l'Irak actuel à peu près. L'eau qui coulait là, c'était pas toujours. Quand tu avais une peuplade qui habitait à l'époque, l'hygiène, on connaissait pas ça. Tu buvais l'eau de la rivière, tu allais mourir de la dysenterie. Tu sauras, j'ai découvert une stat qui parlait que les gens au Moyen-Âge prenaient plus de douches que des gens à l'époque de la Renaissance.
Oui, les gens de la Renaissance, c'est des gros dégueulasses. Ouais, mais... Qu'au final, les gens voyaient parce que les bâtiments de la... Bon, là, on s'écarte un peu, mais... Ah, mais à l'époque, on avait des espèces de caniveaux dans la rue, c'était dégueulasse, mais j'étais pas là, hein, mais... c'est pas moi, ok. C'est pas moi, j'y suis pour rien. Mais non, mais c'est ça. Mais tu vois, le fait de boire une boisson fermentée, pas le pH, le taux d'alcool, on en a parlé tantôt, ça protège de toutes les bactéries entériques. Fait qu'à un moment donné, les gens se sont rendus compte que boire l'eau de la rivière, tu tombais malade, puis boire de la bière, tu tombais pas malade. Il y a des légendes qui disent que les pyramides d'Égypte se sont construites, c'était pas des esclaves, c'était des gens qui étaient payés en bière, littéralement. Et c'est ce qu'il disait, c'est ce que j'avais vu un petit peu dans mon... Dans mon podcast, pas mon podcast, dans ma vidéo, je disais de ce que j'avais lu aussi, ils parlaient de leur salaire, c'était fourni en pain et en bière, justement, directement. Bah oui, parce que c'est ça que tu as besoin. Si tu peux boire de manière sécuritaire puis manger, ta survie est assurée, t'es correct. C'est ça. Bon, après, il y avait sûrement une couple d'esclaves là-dedans. Ouais, sans doute, ouais. On n'est pas pour, en tout cas. On n'est pas là. On n'était pas là. Sauf si des extraterrestres. Ah, ça c'est possible aussi. Mais là, on divague. On divague. Et justement, on parlait de l'évolution des bières. Tu me disais dans la section bien ou mal qu'il y avait de plus en plus de dérivés de produits, de dérivés de houblon. On a parlé un peu de cryo, de doublon cryo. Cryo, c'est pourquoi? C'est pour le froid? Oui, absolument. Là, c'est parce que dans le houblon, évidemment, il y a toutes sortes de molécules, un peu comme dans le cannabis. D'ailleurs, le houblon est évidemment un cousin du cannabis. Donc, on retrouve ces terpènes-là. Les terpènes, c'est vraiment des molécules aromatiques qui sont présentes dans le houblon. Récemment, dans les nouvelles sortes d'IPA, les NEPA, puis toute la vague qui vient avec des bières fruitées, aromatiques comme ça, pas tant amères, on cherche à fixer, finalement c'est des huiles essentielles, on cherche à les fixer dans le liquide, et puis c'est chiant parce que c'est volatile. Donc, une des façons, c'est évidemment si tu mets plus de houblon, tu peux en avoir plus, mais si tu mets plus de houblon, tu mets plus de matière végétale, plus de tanins, plus d'amertume. Donc, on cherche à augmenter cette quantité d'arômes-là, de terpènes-là, sans introduire les matières végétales, tous les tanins, tous les polyphénols qu'il peut y avoir dans le houblon qui vont donner des goûts un peu acres, qu'on aimait dans les vieilles IPA d'ailleurs, mais en tout cas, c'est notre histoire. Alors, pour faire ça, les houblonnières ont développé les houblons cryo, mais ça, c'est littéralement, on extrait ces huiles essentielles-là à froid, très froid, c'est-à-dire vraiment avec de l'azote liquide puis tout, je suppose. En vrai, je connais pas le procédé exact, mais c'est par cryogénisation. C'est ça, cryo. Je pense que c'est dans l'azote liquide, là, puis ça permet, avec, je pense, une injection de CO2, je sais pas trop, d'extraire. En tout cas, on extrait la lupuline, là, qui est comme à l'intérieur de la fleur de houblon, il y a des glandes qui s'appellent la lupuline, qui produisent cette poudre jaune-là, qui est très aromatique. On veut la séparer de la matière végétale, et je pense que ça se fait tout simplement en congelant très très fort le cône de houblon, puis en le tamisant, on est capable. En fait, c'est ce qu'on appelle le kiff, là, si jamais tu as déjà fumé du pot. Jamais, mais... Bon, moi non plus, évidemment. Mais c'est ça, dans le pot, c'est la même affaire. T'as la cocotte, t'as la matière végétale, et puis il y a ce qu'on appelle le pollen. Le pollen, c'est ça. Bon, c'est la même affaire. C'est pas vraiment du pollen, mais cette glande-là produit la lupuline comme ça. C'est ce qui va ressembler le plus au pollen. C'est ça qui est le plus aromatique et le moins végétal dans le houblon. On veut l'extraire, c'est ça le cryo, le cryo hops. Et du coup, là, ça t'amène beaucoup plus de saveur, je suppose. Plus d'arôme, oui, plus d'arôme. Parce que là, puis en plus, tu le vois de toute façon parce que les bières du coup. Non. Puis ça coûte plus cher aussi. Ça coûte plus cher. Oui, puis non, parce qu'on en met beaucoup moins aussi, parce que c'est. Mais tu remplaces pas ton houblon. Tu remplaces une partie du houblon. Tu peux faire tout avec du cryo. Tu pourrais tout faire avec du cryo. Est-ce que c'est une bonne idée? Moi, je pense pas, mais il y en a qui le font. Je sais pas. Oui, tu pourrais. Je l'ai déjà fait, puis ça marche. Mais bon, est-ce que ça fait une bière bien équilibrée? Ça se discute. Mais bon, tout est possible. C'est vrai, tout est possible. On a fait fermenter une bière 100% au levain, un Fluffyman, notre levain de boulangerie. Donc, tu vois, Fluffyman, 3 jours. Je te dirais que moi, j'ai été surpris parce que. Pour rappeler, du coup, ton ancienne entreprise où tu travaillais au Perrin, ils font beaucoup de collabs et c'est ça qui est fun, c'est que beaucoup de collabs avec des entreprises diverses et variées, avec des gens. Souvent des brasseries, mais pas que. Souvent des brasseries, mais pas que. Et nous, justement, la boulangerie Farine, là où je travaille, on a fait une collab avec vous. On vous a amené. Du pain, des invendus de pain, etc. Mais aussi, là, c'était le côté funky. Aussi le cœur de notre travail, au final. Ouais, le cœur de notre travail et ce qui nous permet en fait de faire notre pain tous les jours, ce qui est notre levain. La partie magique de chez vous. La partie magique, clairement. Donc, le petit levain Fluffyman, qu'on t'a amené un 10 ou un 15 litres de, je crois 15 litres de Fluffyman, là, 15 litres de levain que t'as. Ah oui, puis j'étais pas tranquille, parce que honnêtement, vous vous rappelez que là, on n'a pas juste mis un petit peu de levain, c'est vraiment
la bière fermentée à 100% avec du levain. Ah oui, non, on n'a pas rajouté de levure. C'est juste complètement changer les levures traditionnelles de ta bière pour du levain de boulangerie. Absolument, absolument. Puis, tu sais, pendant des années, ça a toujours été fait de même. On utilisait la même levure pour la boulangerie et puis pour la brasserie. Maintenant, on a des laboratoires qui sont capables d'isoler des souches, etc., selon les caractéristiques, tout ça. Ça, c'est moderne. Ouais. Avant ça, puis ça n'a pas été facile parce qu'au Québec, je pense que ça n'a jamais été fait. Et pour avoir fait des recherches, ça n'a pas été fait souvent. Et j'ai trouvé quelques exemples aux États-Unis où des brasseries fermentées comme ça. Ça reviendra peut-être parce qu'on a quand même eu dans les boulangeries, du coup, on a quand même eu une grosse baisse de l'utilisation du levain, beaucoup moins en moins de levain dans les boulangeries, beaucoup plus de rapidité avec parce la levure. C'est plus facile, la levure, voilà. T'as pas tout l'aspect contrôle, l'aspect de l'artisan qui doit en fait un petit peu connaître, voir les... Moi, je pense que l'artisan, il aime ça, jouer avec le risque, parce que c'est là que c'est payant, c'est là qu'on peut s'amuser. Évidemment, à un moment donné, on veut faire du cash, on veut avancer, on veut aller plus vite, on veut être plus efficace, on veut surtout prendre moins de risques, parce que pour faire de l'argent, moins on prend de risques, plus on fait de l'argent. Bon. Mais à un moment donné, c'est pas notre rôle de faire ça. Notre rôle, c'est... Ouais, notre rôle, nous, c'est déjà de t'épanouir dans ton métier, puis d'avoir du plaisir pour faire le meilleur possible pour les gens. Le but, c'est de faire le meilleur produit possible. Et si ça passe par prendre des risques, tant mieux pour nous, on aime ça. Et du coup, j'essaierai de mettre des images si j'en ai, puis de toute façon, tu m'as envoyé 2-3 quand t'as le gazère. Ça a bien fermenté le levain. Écoute, je te dis, une levure de brassicole normale, là, d'habitude, 4 à 10 jours, mettons. 3 jours, c'était fait, là, puis c'est devenu sec. Fait que, extrêmement efficace. Extrêmement efficace. Maintenant, ce qui est un peu compliqué, c'est que souvent, la levure va définir le style un petit peu, ou dans la plupart des bières, pas dans toutes les bières d'ailleurs, mais dans la plupart des bières. Là, le style, c'est à nous de le définir, mais c'est passionnant. Ça veut dire qu'est-ce qu'elle goûte la bière. On ne peut pas définir le style avant de faire la bière. Il faut voir qu'est-ce que la levure donne. Et après, tu choisis. Ouais, et puis là, c'est une saison, je sais pas. C'est-tu une blonde belge, peut-être? C'est-tu... Je ne sais pas, c'est la levure qui a fait de quoi? Goûtons, puis voyons dans quelle catégorie ça rentre. Mais c'est passionnant. C'est ça qui est le fun. Ouais, puis c'est toujours cette partie en fait vraiment où ok t'as fait ta job, mais après t'as la nature qui t'amène un peu un cadeau, qui t'amène un truc. Voilà, moi j'ai fait ça, prends avec ça et tu sais. Là c'est littéralement, on accepte que la bière soit un produit vivant. Puis on vit avec. Et on n'essaye pas de rendre ça stérile. Toujours, dans la bière, surtout dans la bière, il y a toujours une histoire avec la constance. Tu vois? Même dans la boulangerie et dans le Puis tu vois, on a réussi à rentrer dans la tête des gens que la constance, c'était égal à la qualité. C'est clair. Ça veut dire, si la bière est toujours pareille, c'est une bière de qualité. Si elle n'est pas toujours pareille, c'est que la brasserie fait mal son travail. Peut-être. Peut-être, parce que si tu regardes Molson, tout ça, tu veux que ta Molson goûte toujours pareil. C'est un produit industriel. Nous autres, c'est pas le cas, on travaille avec des produits vivants. En fait, quand tu veux travailler avec des artisans, tu cherches pas en allant chercher des produits de l'artisanat et du produit de microbrasserie, que ce soit des micro-fournils, peu importe. Ce que tu cherches, c'est une qualité, mais tu cherches pas un aspect standardisé. Tu cherches à faire valoir des techniques, des compétences qui vont amener un bon produit, un truc. Absolument. Qui sont Absolument, puis j'aimerais ça que les clients aient moins peur de la constance. Parce que le problème, c'est que, par exemple, dans le vin, on en a déjà parlé un petit peu ensemble, dans le vin, tu vois, tu achètes un millésime 2018, quand tu achètes le 2020, c'est pas grave s'il goûte pas pareil, c'est normal, c'est pas la même année. Et dans la bière, on dirait que c'est un défaut. Si l'année d'après, la bière goûte pas pareil, parce que, pour les mêmes raisons, parce que les ingrédients, il y a une saisonnalité, il y a des choses qui font que d'une année sur l'autre, on n'a pas la même chose. C'est un défaut. Moi, j'essaie de rapporter ça à la boulangerie. Quand tu vois, nous, on travaille avec une farine, on aime une constance aussi. Mais en fait, ce qu'on aime, c'est pas forcément la constance, ça va être la communication qu'il y a derrière. C'est de pas te laisser comme ça en mode tiens, par exemple nous la farine a changé genre tiens mais je te le dis pas tu vois genre tiens surprise dans le pétrin. Faut que tu saches avec quoi tu travailles, c'est important. C'est pas grave si c'est pas constant parce que quand tu travailles avec des artisans locaux, quand tu travailles avec des producteurs qui font du bio, qui vont essayer de faire les choses bien, forcément tu vas avoir une dose d'aléatoire, une dose d'imprévu et une dose de changement. Les petits producteurs qui n'ont pas les moyens de mettre ça. C'est ça, mais l'important c'est peut-être juste de bien communiquer pour dire là par contre le lot il a l'air d'avoir un peu changé, comme ça tu peux par exemple nous tu vois tu travailles différemment ta farine, différemment ta pâte pour mais t'as été mis au courant tu vois. Pareil avec les clients, peut-être les éduquer entre guillemets pour leur dire voilà là nous notre bière on va essayer de faire de la constance, mais des fois il y a des variations. On en a tu sais, dans notre badge de clients, les pauvres, parce que dans le bassin de clients qu'on a, il y en a qui découvrent. Il y en a qui commencent à connaître la bière, puis il y a des experts, mon gars. Il y a des gens qui sont meilleurs que moi, de loin. Mais t'as des bières, il y a des gens qui viennent me voir des fois
à l'Opéra, je pense à un client en particulier, Alex, si tu le vois, salut. C'était ma référence, man. Ce gars-là, il m'appelait, il me disait, OK, la Pilsner, elle goûte pas pareil. Je dis, ben non, c'est pas possible. J'allais voir mes notes, là, puis oui, effectivement, il y a eu un fuck avec le glycol, la température a monté de 2 degrés pendant la fermentation. Je vois pas la différence, lui, il la voit, ça. Puis, tu sais, c'est pas par hasard. Tu vas voir les notes. Moi, évidemment, j'ai de la traçabilité, mais je peux aller voir ce qui s'est passé dans chaque brassin. Des fois, c'est impressionnant. Il y a des clients qui ont un palais assez fin. Fait qu'on peut pas faire n'importe quoi. Puis, évidemment, on est surveillé. Puis, voilà. Et il y a des bières, des types de bières qui vont être plus faciles à garder constants que d'autres. Selon les techniques, tu vas avoir des bières, par exemple, si tu vas faire des sour ou des choses comme ça va être plus compliqué d'avoir une constance. Ça dépend. Forcément, quand tu vas travailler avec des fruits, par exemple, les fruits de cette année-là, ils goûteront pas pareil que les fruits. Mettons tes framboises. Cette année, on a une année extrêmement pluvieuse, par exemple. Est-ce que ça va donner les mêmes framboises qu'une année complètement sèche et très chaude? Je sais pas. La réponse est non, en vrai. Mais forcément, si tu travailles avec des fruits, attends-toi, si ta bière au fruit goûte différente d'une année sur l'autre, c'est normal, c'est pas de la faute du brasseur, c'est de la faute que le fruit goûte pas pareil. Après, ça dépend des ingrédients. Et en fait, plus tu vas vers des ingrédients locaux ou des fournisseurs de petite taille, moins ils peuvent standardiser leurs produits, évidemment. Quand on achète, par exemple, du malt en Allemagne, chez Weyermann, par exemple, les autres, je sais que ça va être ça vient des champs un peu partout en Allemagne, et puis ils blendent tout ça pour faire un seul lot, pour être sûr que d'une année sur l'autre, ça goûte pareil. Dans un podcast que j'avais fait avec un agriculteur sur le lait, il m'expliquait la même chose, c'est du lait de mélange, c'est-à-dire que s'il y en a qui font du très bon lait de haute qualité, d'autres un peu moins bon, en fait ils vont tout mélanger ensemble pour permettre d'avoir un lait qui va être standard, qui va bien réguler. C'est parfait pour faire des bières standards. Maintenant, si tu veux encourager la petite malterie locale, nous autres, la framboise, entre autres, chez Riverben, par exemple, le monsieur est passé nous porter sa récolte de framboises la semaine dernière. Écoute, les framboises sont dans des ziplocs, puis c'est un monsieur qui a eu ça, je veux dire, à la main. À l'ancienne, tu vois, fait que ça, lui, il va pas standardiser ses framboises, tu comprends-tu? C'est ça. Tellement. Fait qu'il faut vivre avec, puis c'est ça qui est beau aussi. Mais justement, on parlait des produits, les sous-produits, entre guillemets, tout ce qui va être les résidus, les produits de la drèche, par exemple. Je trouve ça intéressant, le fait de revaloriser ces produits. Bien sûr. Bon, toi, tu vas me dire, c'est normal de revaloriser. On produit quand même, par brassin, facilement une à 2 tonnes de... mettons de 500 kg à 2 tonnes, dépendamment. Enfin, j'en sais rien, ça dépend de la taille des. Mais nous autres, mettons de 500 kg à 2 tonnes par brassin à peu près. Et tu fais quoi parce que quand tu fais 3 brassins par semaine, t'en produis de la drèche. Ça rentre pas dans le conteneur de compost de la ville. Là, nous, on utilise un peu de la drèche justement en boulangerie. Oui, mais c'est une fraction de ce que produit bien sûr. Ouais, mais bon, petit à petit, au moins, tu vois. Mais la meilleure façon, c'est les animaux, bien sûr. Bien sûr, nous autres à l'Opéra, c'était. En vrai, ici, je t'avoue, je connais même pas encore ce qu'on appelle le Dreschmann. Moi, je suis ici depuis 3 semaines. Là, fait que, on appelle ça le Dreschmann, l'agriculteur en question qui vient chercher nos grains, tu vois. Puis des fois, on s'amuse avec ça. À Charlevoix, c'était Jean-Luc Dreschmann, référence au français. Puis à l'Opéra, c'était. Comment on l'appelait? Marc Labrèche. Marc Labrèche. Référence à Marc Labrèche. Normal. Putain, on s'amuse, écoute, comme ça. Mais bon, c'est ça, c'est des agriculteurs, puis écoute, les vaches mangent ça. Souvent, c'est suivi d'ailleurs par des diététiciens animaux, là, des vétérinaires, tout ça. Et puis, c'est quand même assez équilibré parce qu'on a enlevé une grosse partie du sucre du grain, fait qu'il reste des fibres, il reste quelques protéines, il reste, c'est pas si mal comme moulée. En fait, c'est souvent en complément d'une moulée autre, mais c'est bon à donner en très grosse quantité en fait aux vaches, puis elles passent au travers assez vite. Là. Quand t'as des bons troupeaux, là, ça rigole pas. Là. Ah putain, tant mieux. Ça permet de regarder un cercle vertueux, de réutiliser les produits un peu moins valorisables, entre guillemets. Ouais. Ça, c'est cool. Et justement, on en a pas mal parlé déjà, mais pour revenir un peu plus sur la création de ta bière, toi, que tu m'as parlé justement tantôt là, de ce client qui voyait tes paramètres, etc. Quels sont pour toi les paramètres les plus importants à surveiller et qui vont vraiment différencier ta bière ou juste qu'il faut vraiment prendre en compte pour pas que tu scrapes tout en fait? Ça dépend beaucoup des styles. Hein. Je te dirais que, évidemment, par exemple, on parlait tantôt dans la IPA, le principal facteur c'est l'oxydation. Si tu veux pas une mauvaise bière, il faut juste pas qu'elle soit oxydée, il faut que tu protèges ta bière de l'oxygène, puis c'est compliqué un peu. Il y a du matériel pour ça, mais ça coûte une fortune aussi. Tu sais, des détecteurs d'oxygène dissous, ça coûte 40 000 $, je pense, quelque chose comme ça, là, c'est cher. Là. C'est avec, c'est pas toutes les brasseries qui en ont, donc après il y a des méthodes à mettre en place pour limiter.
Bon, ça c'est pour l'IPA, je sais pas. Bon, évidemment, le pH pour une bière acide, par exemple, c'est primordial parce que bon. On en parlait, pas aller dans les vrais extrêmes de l'acidité. Est-ce que ça a un intérêt? Mais ça dépend. Regarde, ça dépend des styles. Par exemple, on parlait tantôt des bières belges. Tu peux aller jusque. C'est quoi le max que tu peux aller en acidité, genre? C'est une bonne question. Après moi, il y a certaines bières belges, là, les rouges des Flandres, les trucs des mêmes doivent descendre quasiment à 2. Là. Quasiment comme du jus de citron, c'est très très acide, ça rentre les joues, là, ça rigole pas, mais les gueuses, les choses comme ça, c'est extrêmement acide. Mais là, on parlait de fermentation ouverte, les Belges, ils vont plus loin que ça. Les autres, ils inoculent la levure par... c'est-à-dire que quand ils ont fini de faire bouillir la bière, on parlait tantôt, on la fait bouillir, on rajoute les houblons, tout ça. Normalement, nous autres, on utilise un échangeur à plaques pour refroidir la bière. C'est comme une sorte de radiateur, mais inversé. Là. Ça fait que la bière va passer dans des plaques, puis il y a un autre circuit indépendant de plaques qui va croiser là, avec de l'eau froide, puis comme les températures vont s'échanger. Donc, la bière va devenir froide, puis l'eau va devenir chaude, mettons. Bon, c'est un échangeur thermique basic, mais en Belgique, ce qu'ils font, c'est que littéralement, ils vident ça dans ce qu'ils appellent un cool ship, c'est-à-dire une grande piscine, mais genre ça de profond, mettons, pour maximiser le contact avec l'air, puis ils laissent refroidir ça toute la nuit dans le grenier de la brasserie avec les portes ouvertes. Et puis l'idée, c'est que la charpente en bois abrite une microfaune de bactéries et de levures qui va tout simplement inoculer le brassin. Mais ça, déjà, c'est complètement, là, tu perds complètement le contrôle de ta fermentation, un peu comme quand on l'a fait avec du levain. Donc, moi, je trouve ça poétique, j'adore. Évidemment, c'est pas tout le monde qui aime. Et puis là, tu vas avoir cette fermentation lactique qui va être longue, qui va prendre des années. Le lactique, c'est intéressant. Une gueuse, ça prend 3-4 ans à faire. C'est pour ça qu'il marque le temps ne respecte pas ce qui est fait sans lui, c'est parce que c'est long. Ça prend 3-4 ans. Puis ça prend des assemblages souvent parce que comme la fermentation, tu la contrôles pas, il va y avoir des goûts des fois qui sont pas bons au bout de 4 ans. Ça fait 4 ans que ta bière est là. Mais là, tu vas faire une bière plus jeune qui va venir combler, tu l'assembles pour corriger ce goût-là. Là, il y a une job de maître assembleur là, qui est fascinante. Moi, je serais absolument incapable de faire ça, mais tu peux assembler des bières en fonction des notes de goût. Celle-là, elle est un peu acétique, celle-là, un peu butyrique, celle-là est comme ci, comme ça. On va corriger avec une dose de celle-là qui est plus jeune, une dose... Et là, tu rétablis ta bière un peu comme tu veux, tranquillement, pas vite. Mais ces bières-là sont tellement acides, mais c'est délicieux. Moi, j'adore ça. Mais évidemment, c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. C'est comme... C'est bien acide. Ouais, j'imagine. Ouais, ça prend le Pepto-Bismol puis tout. Non, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que tu peux retrouver des variétés de goût, des variétés de saveurs qui vont plaire vraiment à tout le monde et à tout type de personnes dans la bière. Moi, je sais que j'aimais beaucoup les bières fruitées, mais un peu fortes, style Castel Rouge, des classiques, tu vois. Mais j'aimais beaucoup ce genre de bière, mais j'aimais aussi la triple carmélite, des trucs comme ça. C'était des bières qui me plaisaient. Commercial un peu, mais c'est pareil, c'est des bonnes bières. À l'époque, quand j'ai commencé à boire un peu de bière, je connaissais pas trop de la microbrasserie. Et tu vois, la Belgique, c'est drôle parce qu'ils ont beaucoup de brasseries. Ils ont assez. Maintenant, ça a changé un peu, je pense, depuis que je suis au Québec. Ça fait quand même une quinzaine d'années, mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de microbrasseries en Europe. C'était surtout des grosses brasseries, puis surtout en Belgique. Mais tu sais, on dit des brasseries commerciales, mais là-bas, c'est des brasseries. Les brasseries commerciales ont 500 ans, des fois, c'est n'importe quoi. C'est sûr. Donc, c'est des brasseries avec de l'expérience pareille. Ça veut pas dire que c'est pas Molson. Ouais, c'est encore que Molson est là depuis longtemps aussi, on s'entend. Mais bon. C'est ça. C'est une autre histoire pour un autre podcast. Exactement. Et là, justement, ce que je te propose, c'est de se décontracter un peu. On a parlé de beaucoup de choses un peu techniques. Pour décontracter, j'ouvre la deuxième bière, je te préviens. Si tu veux. On y va. Tu peux ouvrir la deuxième bière, justement. Je te propose un petit jeu. Ouais. Pour détendre, pour remettre un petit peu les choses de façon un peu plus calme. Alors, c'est toi qui choisis. Quel jeu tu préfères en premier? Je te propose deux jeux. Tu bois pas, ou plutôt ça ou ça? Ah ben moi je bois. Hein. Ok. Ce que je te propose, c'est de te mettre face à la caméra, un peu plus te tourner vers la caméra, comme ça cette fois-ci regarder la cam. Ça tombe bien, ça est toute fraîche. Voilà, ça va m'aider pour le montage. Alors, tu bois pas. Une gauze au sirop d'érable et bacon. Ah, je bois. Okay. Moi je. Non mais ça va être de la merde ton jeu, je vais tout boire. Ah ouais, t'inquiète. Mais non mais j'ai jamais fait de ça, c'est sûr que je bois, ça va sûrement être dégueulasse, c'est pas la question. Et moi j'ai pas peur de boire une bière dégueulasse, donc ton jeu il va être plate pour les gens, je vais tout boire. C'est quoi? Ok. Ah bon, on va voir, mais. Je vais essayer d'en inventer. Ok, si tu veux dire j'aime ou j'aime pas plutôt, c'est plus clair. Non, tu bois pas. Ah bah je bois, hein. C'est sûr je bois. Tu bois pas, voilà. Une IPA bleuet du lac. Ça. Ah pourquoi pas? Mais tu vois le bleuet, moi c'est un truc que je trouve ça fermente très mal. Tu sais, le bleuet, j'adore le bleuet, c'est pas la question, mais le bleuet fermenté, ça goûte pas vraiment le bleuet, je trouve. Puis tu sais, ça arrive qu'il y ait des bières au bleuet bien faites, mais ça prend beaucoup de bleuet. Puis je sais pas, moi j'ai jamais eu beaucoup de succès avec le bleuet, fait que j'aurais tendance à dire à cause de ça, je bois pas. Tiens, comme ça au moins ça va pas bien. Alors tu bois pas une 8-6. Putain, ça c'est dur.
Ah, mais la Vici, ils connaissent pas au Québec. Hein. C'est pas grave, les Français connaîtront. Ah, c'est une bière de clochard, les gars. Hein. Je sais pas, non, je bois pas une Vici, non. Tu bois pas une stout à l'huître? Ah oui, ben, j'en ai déjà bu plusieurs fois, c'est délicieux les stouts aux huîtres. Ça se fait de moins en moins d'ailleurs, mais à une époque ça se faisait bien, c'était bon. Ok. Tu bois pas IPA au piment pili-pili? Bah oui. Bah oui. On en a déjà fait une à Micro du Lac, on l'appelait Piri Piri Pia IPA. Ah putain, mais vous avez déjà tellement fait de choses en bière. Ah écoute, moi j'en ai fait une. Ok, bois ou bois pas une blanche au kombucha? Ah pourquoi pas, ça j'ai déjà pensé, t'as des bonnes idées toi là. T'as vu? On retravaille ensemble. Non, ça c'est intéressant, le kombucha, écoute, c'est vraiment une symbiose là, de levures et de bactéries. Évidemment, on en a plein des bières dans lesquelles on appelle ça ce qu'on appelle des fermentations mixtes. Évidemment, ça fait pas toujours des Scooby, là, mais ça fait jamais des Scooby dans la bière, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben, je sais, honnêtement, ça c'est un défi scientifique. Évidemment, ça m'excite. Là, tu viens de m'exciter. Mais oui, j'y ai déjà pensé une fois. J'avais pas amené ça plus loin, mais c'est très intéressant. Pourquoi pas? Ok, celle-là, je pense connaître la réponse. Tu bois pas une sans alcool à la banane? Ok, là tu viens de toucher les deux trucs que j'aime pas. Là. Non, ça je bois pas ça du tout. Ok. Tu bois pas une Pédieu? Une Pédieu, c'est-à-dire? Tu connais pas la bière la Pédieu? Non. Bon, bah attends. Bah du coup je la bois parce que je la connais pas. IPA ou wasabi? J'ai déjà fait ça, ben, pas en IPA, mais une saison au wasabi. En fait, on a fait une saison au sushi en fait, avec du wasabi, du wakame, toutes sortes d'ingrédients qu'on retrouve dans les sushis. Je te cache pas que la bière a fini au drain, mais on l'a bu avant de la mettre au drain. C'était dégueulasse, fait que voilà. Mais ça veut pas dire que c'est dégueulasse. Il y a une itération de bière au sushi qui a été faite à l'Opéra qui était super bonne. Okay. Mais avant moi. Évidemment, quand c'est moi qui l'ai fait, ça a fini au drain, mais bon, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Non, pourquoi pas. Ok, là on passe sur un truc. Tu bois ou tu bois pas une bière à la Red Bull? Je déteste le Red Bull. Ah ouais? Mais non, je bois pas, non, fuck off. Okay. À un moment donné, on n'a pas le temps pour ça, on est trop occupé à faire des bonnes bières, il n'y a pas le temps. tu bois pas une Goudal? Bah oui. Une petite Goudal. Bah oui, ok. Goudal. Tu bois pas une bière qui a passé la journée au soleil? Non, ah ouais, ok, mais excuse-moi, ta question, ouais, c'est ça, je pensais que j'allais tout boire, mais non, je boirais pas tout. Non, une bière au soleil, c'est non. Non, la bière jamais au soleil, s'il vous plaît. Tu sais, les bouteilles sont brunes, c'est pas pour rien, c'est pour filtrer une partie des rayons du soleil. Sinon, ça développe du skunk, ça goûte la moufette, c'est dégueulasse. Mais même à ça, même dans une bouteille brune, ça filtre 98 pour. Mais non, mets pas ta bière au soleil, arrête ça. Quelle idée de merde. Une bière à $50 pièce? Oui, facile. Ok. Oh, oui, facile. Et la dernière? Pas tous les jours, évidemment, on est toujours brasseurs, on n'est pas les fils à Rothschild, mais non, évidemment, oui, avec plaisir. Ok. Et la dernière? Surtout si c'est toi qui me l'offres. Bah oui. Pourquoi pas. Ouais. Tu bois pas de l'eau? Bah en tout cas, en ce moment, c'est pas moi qui bois de l'eau. Le mec, ben là, tu cherches. Il dévie la question. Non, tu cherches, tu provoques, mais c'est toi qui bois de l'eau, t'es rendu à ta deuxième canette quasiment. On dirait que t'aimes ça. J'adore. En tout cas. L'eau, c'est la vie, comme disait notre bon... Oui, Jean-Claude Van Damme. Classique. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bon, ça doit déjà faire 20 ans. Alors, on connaît. Parfait. Bah écoute, avant le dernier jeu, on va passer à une troisième rubrique qui me tient un peu plus à cœur parce que cette rubrique s'appelle l'esprit de partage. On va revenir sur des sujets un peu plus philosophiques autour de ton métier, de la bière, mais aussi de la transmission, comment tu vois le futur, mais aussi les valeurs que tu devrais, selon toi, transmettre dans ce genre de métier. Si t'es prêt, on va passer même petite question bien ou mal qui doit être par-ci par-là. Moi, je te conseille un truc, là, je sais pas les gars, mais je comprends que tu fais un podcast sur la boulangerie, mais tu pourrais te forcer, ça pourrait être bien ou Malte, mettons. Bien ou Malte, ouais, c'est vrai. Bah, bien ou Malte, non mais ouais, pourquoi pas. Non, mais je sais pas, je propose. Pourquoi pas. Dernière petite rubrique bien ou mal. Bien ou mal de vendre une bière à $10. Bah bien, c'est ça que ça vaut. Écoute, les ingrédients, tu sais, les clients veulent des IPA avec de plus en plus de houblon, ça coûte cher, non, c'est ça que ça coûte, Bien ou mal d'exporter à l'international. Bah si t'es capable, c'est bien, pourquoi pas. Bah si c'est dans les bonnes conditions, évidemment, mais oui, pourquoi pas. De signer avec des grosses industries. Ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué. Évidemment, plus tu signes avec du monde qui veulent faire de l'argent, moins t'as de liberté créative. Puis moi, dans mon cas, il y a des brasseurs qui l'acceptent, puis pas parce qu'ils travaillent mal, hein, c'est pas la question. Il y a des brasseurs qui acceptent de vouloir faire du volume puis de faire des bonnes bières pareilles. Moi, de mon expérience, à chaque fois que les volumes ont monté, on est tombé sur des restrictions, puis je change souvent de brasserie. On parle sur le sujet standardisation, etc. Ouais, mais c'est ça. Moi, j'aime ça, rester libre dans ce que je fais, puis quitte à ce que ça passe par changer de brasserie, c'est ça.
Ok. Ben, c'est les valeurs avant tout. Mais bien ou mal, d'ouvrir ces recettes à tout le monde. Bien, très bien. Il y a quelqu'un qui dit le savoir c'est le seul truc, plus tu le partages, plus t'en as. Ouais, Alors moi, si tu veux savoir mes recettes, je te les donne, il n'y a pas de problème. Et bien ou mal, le futur du brassage au Québec. J'espère bien. Disons que je trouve que ça polarise beaucoup autour des bières sûres et puis des IPA aussi. J'aimerais ça qu'on revienne un peu à l'époque où il y avait 50 styles de bière différents, facilement accessibles. Il y a toujours beaucoup de styles de bière qui se trouvent parce que les dépanneurs font beaucoup de travail pour avoir des grosses variétés, mais des fois, la moitié du dépanneur, c'est de la IPA et l'autre moitié, c'est de la bière sur aux fruits. Pour ceux qui ne savent pas, qui sont français, un dépanneur, c'est les petites supérettes qu'on peut retrouver là où tu vas faire ton essence. On appelle ça le caviste, quoi. Ouais, c'est ça. Tu peux retrouver des bières, tu peux retrouver un peu de produits du quotidien pour te dépanner, justement, d'où mon dépanneur. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de dépanneurs. La rap du coin, comme on dit. Le rap du coin, c'est le PMU, la rap du coin, l'épicerie qui est ouverte 24 heures. On enlève les subventions d'épicerie, c'est réglé. Ça va, de toute façon, je suis pas monétisé. Ah, moi, tu me niques avec l'eau, je te nique avec ça. Justement, comme disait Fabrice Eboué, pour aller chercher sa 8-6, son paquet de bonbons. Et voilà, classique. Mais justement, comment toi, tu réussis à transmettre, à former les gens dans le métier de la brasserie aujourd'hui? Ben là, comme on en parlait tantôt, on a la chance à Jonquière d'avoir eu, parce qu'apparemment c'est sur le bord d'arrêter, ou c'est déjà arrêté, mais il y avait une formation en technique brassicole à Jonquière. Donc j'ai eu la chance de former une couple de stagiaires. Évidemment, moi ça me passionne parce que j'ai eu un parcours universitaire, j'ai eu un parcours académique, tout ça, donc forcément moi j'aime, tu sais, j'ai une grande gueule, j'aime ça parler. En fait, ça doit être chiant pour un stagiaire d'être avec moi, mais en tout cas, à date, il y en a aucun qui est mort là. Je me pose la même question des fois sur mes apprentis ou des stagiaires. Ouais, mais c'est bien aussi, tu vois. Puis on est jeune, pareil. Donc moi, j'ai encore l'humilité de, tu sais, je veux dire, j'apprends. Après, ouais, de moins en moins, mais comme tout le monde. Mais je veux dire, tu sais, on apprend. Moi, j'apprends à tous les jours, donc tu sais. De toute façon, qu'on soit jeune ou pas, on apprend tous les jours. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai toujours dit, le jour où j'apprends plus, j'arrête ce métier-là, mais. C'est vrai que tu peux transmettre une partie de ton savoir, mais il faut rester humble. Le nombre de stagiaires qui m'ont appris des choses sur mon travail. C'est ça la transmission. Selon moi, c'est pas juste. Ça a deux sens. C'est ça. C'est quand tu transmets quelque chose à quelqu'un, en général, tu prends quelque chose aussi pour toi. Absolument, bien sûr. C'est vraiment c'est une communication, c'est du partage. Donc tu transmets, oui, mais de toute façon, on va te redonner. Oui. Comme tu dis, on sait jamais tout, et il y a des fois des gens qui vont te surprendre parce que c'est des stagiaires. Tu vas lui transmettre peut-être ton métier, mais lui il va te transmettre, je sais pas, une expérience de vie. Une vision extérieure, juste une vision extérieure du truc. Il arrive, pourquoi tu fais pas ça de même? Ça m'est arrivé, un stagiaire qui me dit pourquoi tu fais pas ça comme ça? Je suis comme. Je sais pas pourquoi je fais pas ça. Pourquoi je fais pas ça comme ça? Bonne idée, on va faire ça comme ça. Ouais, c'est le genre de choses, c'est pareil, tu vois, des fois, mais pourquoi tu fais pas ça avant ça? Ah ouais, malin. Bah oui, malin, évidemment, parce qu'il a un regard extérieur, il est pas pogné en arrivée, il est pas bridé. Bah ouais, mais c'est parfait ça. Puis moi, c'est une des chances que j'ai dans mon parcours, j'ai fait plusieurs microbrasseries. Bah, tu sais, comme ici, je viens d'arriver chez River Urban, bah, c'est cool, pareil, parce que les autres ont une autre façon. On dit souvent en brasserie, tu veux savoir comment on fait de la bière, demande à 2 brasseurs, puis tu vas avoir 3 façons de faire différentes. Okay. C'est toujours ça. Tu nous en as déjà donné beaucoup. Donc, ouais, mais c'est ça. Puis là, t'es un seul brasseur. Imagine, t'en aurais plusieurs, tu serais dans la marde. Ouais, ça, tu changes de brasserie, tu vois une autre façon de faire. Tu dis, ça, c'est pas con, par exemple. Ben, tu vois, le fait de faire 3-4 brasseries, ben là, tu commences à avoir 2-3 idées sur comment faire. Puis c'est hyper enrichissant. Ok. Et justement, on en a déjà parlé, mais la collaboration avec les autres artisans, pour toi, c'est essentiel. C'est essentiel. Ah oui, c'est essentiel. Puis c'est une chose. Artisan avant industrie, entre guillemets. Bien sûr, ben, industrie, en général, c'est non. De toute façon, je veux dire, ça m'intéresse pas d'apprendre les façons de faire d'une. Est-ce que tu as déjà été. Parce que du coup, moi, dans mon parcours, je reviens quand même d'une entreprise semi-industrielle, quasiment industrielle, tu vois, pendant 1 an et quelques. Et pour la curiosité de savoir comment ça se fait. Ça m'intéresserait full. Ça t'intéresserait de aller travailler chez Molson là, pendant 1 an. C'est ça, pour voir en fait comment ça se passe. Parce que c'est vrai que des fois, ça te permet de voir une autre organisation. Puis même, tu vois, moi personnellement, de savoir que c'est clairement pas du tout ça que je veux, tu vois. Ouais, mais je serais curieux en esti d'aller voir comment ça se fait, évidemment. Évidemment que j'aurais le goût de le faire. Bon, parce que mon agenda il est un peu chargé là. Mais j'aurai le temps, j'aurai l'occasion, évidemment, je le ferai. Chez Heineken. Bah oui, chez Heineken, pourquoi pas, je m'en fous. Voilà, au moins je vais savoir pourquoi c'est. En tout cas, bref. Non, bref. Ah, on va pas se mettre dans le trouble. On y est déjà assez. Ouais, c'est ça. Non, mais t'as raison. Et
Est-ce qu'il y a justement des styles rares de bière, on a parlé de la cuve ouverte, que tu penses qu'il serait important et intéressant de faire découvrir au grand public un peu plus? Ben, ça dépend, c'est quoi que tu appelles le grand public. Mettons, ici, on est dans un marché nord-américain, on est au Québec. C'était en France, c'est pas la même situation. C'était ailleurs, c'est encore autre chose. Bon, ici, on est très influencé par les États-Unis. Évidemment, la révolution brassicole aux États-Unis, qui est très portée sur la IPA et des bières aux fruits qu'on a parlé. Tu vas en France, mettons, les gens boivent de la triple, des choses comme ça. Tu vois, ici, une triple, la plupart du monde ne savent même pas c'est quoi. Donc, oui, je dirais que toutes les bières qui sont méconnues méritent d'être connues. Et puis, moi, dans mon livre à moi, si tout le monde pouvait connaître tous les styles et être passionné par tous les styles de bière, ce serait idéal. Mais après, on va rappeler peut-être que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ah, mais je te parle pas d'en boire des caisses de 24, tu peux déguster aussi. Mais non, mais... c'est vrai que c'est sympa des fois, dans les micros, en plus, il y a souvent cette planche en bois, dégustation. Bah oui. Et puis c'est important, c'est la curiosité. Parce que les styles de bière, bon, c'est défini par ce qu'on appelle le BJCP, là, le Beer Judge Programme, je sais plus quoi. Là. Eux autres, ils font, tu vois, ils définissent quel style, c'est quoi les paramètres vitaux du style, c'est quoi qui définit le style historiquement, etc. Ils se font chier pour ça. Mais il y en a 94, je crois, aux dernières nouvelles, il me semble. Fait que, tu sais, t'en as une couple à la connaître. Fait que moi, les gens qui arrivent ici puis qui me disent, ben, moi, j'aime pas la bière. Comme t'as peu, là. Tu connais pas la bière, puis tu dis que t'aimes pas la bière. T'aimes pas quelle bière? Souvent, ça veut dire j'aime pas l'amertume de la bière. Bon, ben c'est parce que dans les 94 styles, il y en a une couple qui sont zéro amers, très sucrés, très acides, mais ils sont pas amers. Et puis des fois, des fois, t'as tendance à vouloir une bière plus que... Tu sais, t'as beau aimer tous les styles, il y a genre tel jour, tu dis, ah là, je prendrais bien tel style de bière. Ouais, bah oui, évidemment. Chaque style a un peu son moment, son... J'aimais bien plein de styles, mais des fois, j'étais là en mode là, je boirais bien une petite blanche, tranquille. Là, bah ouais, c'est ça. T'as pas toujours envie de te taper une bière à genre 11 Moi, je me rappelle encore de la McCrocken Flower, là, une espèce de Scotch Ale forte au miel, un peu comme ça, que j'ai acheté en canette ou en bouteille, puis qu'il fallait, on sortait ça du frigo, je mettais ça dans un petit ballon, puis je l'avais chauffé avec mes mains, en écoutant la télé pendant 15-20 minutes pour qu'elle revienne genre à la température, puis là je la buvais, mais tu sais, j'écoutais un film sur 1h30, puis j'avais pas fini mon ballon, là, c'était une petite dégustation comme ça. Cette bière-là était folle pour ça. Là. Après, t'associes à un moment donné des souvenirs à certaines bières, des moments qui... Des gens aussi, tu sais. Bah oui, absolument. C'est ça, il y a beaucoup de souvenirs, ouais, c'est clair. Ah oui, puis en plus, quand t'es dans l'industrie, je veux dire, il y a les moments où tu les bois, puis il y a les moments où tu les brasses, puis il y a les moments où les collabs, les trucs, c'est tout des souvenirs. Tu parlais aussi d'une bière que t'avais fait, c'était quoi? C'était Cookie, non? Bière... Ah ouais, on en a fait des conneries, mais oui, on a fait des bières avec, on a mis un 100 kilos, on a fabriqué des cookies, tu sais, je sais pas en France si ça marche encore comme ça, là, mais au Subway, t'as des biscuits macadam chocolat blanc, là. Évidemment, c'est délicieux cette affaire-là, mais ça, c'était un bon client de l'Opéra, puis on lui a dit, vas-y, on va faire une bière ensemble. Parce que moi, j'adore ça, faire des bières avec des gens. En fait, j'aime ça, impliquer les gens. C'est comme on fait une bière avec toi, mais on fait ta recette. T'sais. Partager, ouais, c'est ça. Parce que moi, ce que j'aime, c'est. Mais moi, je suis pas des gens qui connaissent pas ça. Viens avec moi, on fait ta recette. Puis là, les gens sont comme, même, je sais pas brasser. Moi, c'est pas grave, viens avec moi, explique-moi ce que tu veux. En même temps, je vais t'expliquer comment on le fait. Puis en même temps, moi, ça va me travailler ma technique parce que je sais faire la bière que j'aime. Mais moi, je suis brasseur, je travaille pour des clients. Les clients, ils n'ont pas tous mes goûts. Là. Donc, c'est intéressant pour ça. Puis, ce gars-là était comme moi, je tripe sur les biscuits Subway. Mais let's go! On a fait 100 kilos de biscuits Subway, puis on les a sacrés dans la bière, littéralement. Puis, c'était délicieux. C'était une des bières les mieux notées de l'Opéra à date. Là. C'était délicieux. Bon, ben, c'est parti d'un client que, tu sais, Anto, si tu nous vois, dédicace. Dédicace à Anto. Non, mais c'est vrai, c'est ça qui est intéressant. Puis ça permet aussi d'apporter des styles ou des goûts que tu n'aurais pas forcément travaillé, des recherches dans lesquelles tu n'aurais pas été. Nous, c'est pareil. Le pain, c'est pour les autres. Nous, le pain, c'est pareil, c'est savoir un peu ce que les clients aiment. Et puis, bah oui. Se mettre du coup, tu es obligé des fois de te mettre un peu des carcans, des petites limites un peu de certains trucs pour justement t'orienter vers de nouveaux styles. Ah oui, si toi t'aimes pas la brioche puis que ton client il veut une brioche, moi il faut que t'apprennes à faire de la brioche. Même sur, tu vois, moi c'est ça que j'aime dans le fait de travailler par exemple qu'avec le plus possible avec des produits locaux et du secteur de saison, c'est que ça te limite beaucoup dans tes choix d'ingrédients, mais en même temps, ça t'oblige à sortir la technique, ça t'oblige à te diriger vers ça et te dire putain, qu'est-ce que je pourrais faire de
un peu funky, d'unique avec juste cette liste. T'es obligé de sortir de la technique, t'es obligé de sortir la freestyle. Ah bah vas-y, nous tu vois, c'est ça qu'on s'amuse, c'est qu'on fait du pain, mais on va rajouter un petit peu de piment de cayenne en poudre, et là, un petit peu de quand romarin. tu fais ça, tu te mets en danger. Ouais, vraiment. Puis quand tu te mets en danger et que ça marche, il y a un thrill en français, un excitement. C'est ça, ouais. T'es pompé, c'est ça, t'as quasi dit, fais-moi un pain là, on a besoin juste pour aujourd'hui, là, on n'a pas de truc. Je dis, ok, qu'est-ce qu'on a là, il nous restait quasiment rien là, dans la boulange là. Bon, là, c'était pas du coin du coup, mais j'aimerais un reste de pistache et tout. Je dis, merde, qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'ai pris des pistaches, je les ai torréfiés, tu vois, j'ai mis piment de cayenne, romarin, un petit peu de miel pour essayer de chercher des... Ah là, on s'amuse. Tu sais, tu te dis, je sais absolument pas ce que ça va faire, tu fais ton pain, puis au final, déjà, ce qui est bien, c'est que c'est ultra limité, donc t'as des clients qui vont te goûter, mais genre, tu sais, ils sont un petit peu uniques, tu sais, genre, ils ont la chance de... Et puis au final, tu fais un truc pépite, tu vois. Ouais, c'est super bon. Ouais, c'est ça. Puis, et le nombre de fois qu'on a fait des bières, là, parmi genre des bières que les clients se rappellent, qui sont vraiment bonnes toutes, mais qui partent d'erreurs. Le nombre de fois qu'on a fait ça. Là. Mais de toute façon, un truc qui marche pas, on a fait une erreur, on essaie de. Ouais, ben c'est ça. Et dans la boulangerie, c'est pareil, mais évidemment. Puis même dans la bière, il y a plein de styles qui découlent. Le brownie, c'est la même affaire, tu sais, je veux dire, tous ces trucs-là. Bon, ben, nous, ça nous arrive aussi, des bières qui marchent pas, puis on essaie de les rattraper d'une manière ou d'une autre, puis finalement, ça devient génial, mais. Soit parce que c'est contaminé, soit parce qu'on l'a transféré dans un baril qui pognait l'air, ou j'en sais rien. Puis à la fin, c'est délicieux. Puis les clients, c'est comme, je veux que tu refasses ça. Je suis absolument pas capable de refaire ça, man. C'est ça qui est beau aussi. J'ai même pas compris ce qui s'est passé, là, tu sais. Ça rend le truc encore plus divin, entre guillemets. Ben oui, c'est parce qu'il y a une partie de chance aussi là-dedans qui est magnifique. Ouais. Et justement, j'aimerais répéter, mais comme on en a parlé un petit peu, dans l'avenir du brassage, toi, ce serait quoi les choses qui te font peur et les choses vers lesquelles tu aimerais que ça tende le Québec, moi, honnêtement, tu vois... Dans le monde, en général, je sais pas si tu as une vision plus globale, comment tu vois... Ouais, ben tu sais, la bière au Québec, pour parler du Québec, la bière de microbrasserie, ça représente 15% des ventes de bière au Québec. Ça veut dire que, tu sais, on dit le marché est saturé, il y a trop de brasseries, tout ça. T'as peu, là. On vend 15% des volumes de bière qui se vendent au Québec. Dans les micros? En bière de microbrasserie, bien sûr. Mais ça veut dire qu'il y a de la place, non? Il y a de la place qui se vend le plus, c'est de la Molson, puis de la Bud Light, Pourquoi? Parce que le monde, on est dans un espèce de monde du capitaliste, de consommation, de divertissement. Tu vois, regarde, mettons, Budweiser, ben écoute, t'écoutes le hockey, à chaque période, le but est sponsorisé par Budweiser. La période de puissance est sponsorisée par Budweiser. Tu vois marqué. Moi, j'ai fait le test. Le beau-père, il écoute un peu le dédicace au beau-père. Le beau-père, il écoute le hockey et j'écoute avec lui. Je pense que le mot Budweiser, je l'entends à peu près 25 fois par game de hockey. Tu peux pas lutter avec ça, tu sais. Comment tu fais? Alors, je pense que la bière de microbrasserie, il faut arrêter de dire que le marché est saturé. Il faut laisser la place. De la même façon que, justement, tu as une boulangerie par rue là, en Europe. Là. Bon, ben ici, tu devrais avoir une brasserie par rue. Parce que pourquoi pas? Parce que. Mais moi, je rêve d'un moment. Tu vois, on dirait que les microbrasseries sont parties sur un trip. Comme il y a eu beaucoup de succès au départ, tout le monde a voulu faire une usine, tout le monde a voulu faire ça gros, tout le monde a voulu produire. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'ils partent d'une idée qui est super intéressante au début, souvent, mais même dans des boulangeries, hein, où tu vas faire du micro, tu vas essayer de trouver des styles vraiment particuliers en y mettant des valeurs et tout, puis après tu vas vouloir grossir, puis à un moment tu arrives à un palier où tu manges sur tes valeurs, tu manges sur ta qualité pour continuer à grossir, et c'est là que ça va pas parce que tu standardises ton plaisir. Mais parce que c'est rarement... Tu te perds dans le gros. C'est rarement malveillant, hein. Je veux dire, des fois c'est parce que tu as beaucoup d'employés, il y a beaucoup de monde qui te suivent, il y a beaucoup de choses, puis tu essayes de soutenir tout ton monde, toute ton organisation, et puis c'est très bien, j'ai pas de problème avec ça, c'est juste que rapidement, quand une organisation, une dizaine d'années, mettons, rapidement, il y a du monde à soutenir, il y a des choses à faire, il faut que ça rentre. Tu as acheté une usine, il faut la rentabiliser, tout ça, c'est normal. Moi, j'ai hâte que la microbrasserie, ce soit une expérience. Puis ça l'est déjà dans plein de places. Tu sais, que tu ailles là, puis que ce soit pas juste un endroit où on fait de la bière, que ce soit pas juste un endroit pour produire des canettes pour aller au dépanneur. Parce qu'évidemment, les dépanneurs sont saturés.
Mais tu vois, je pense à Hill Farmstead par exemple aux États-Unis où tu sais ou d'autres places comme ça où Après c'est aussi la confiance. Il y a des endroits, tu vas là, puis c'est des expériences, tu vois. Il y a l'endroit est choisi parce qu'il est spécial. Les ingrédients sont choisis autour. Moi, je rêve d'une ferme brassicole dans ma vie. Je rêve de quelque chose où tous les ingrédients viennent de 30 km autour. Pour moi, c'est ça l'avenir de la bière. L'avenir, en fait, après c'est pareil, c'est dans mes utopies et les valeurs que j'aime défendre sur le fait d'être local. En fait, si tu arrêtes un petit peu de te couper des gros centres de supermarché et tout, mais en fait tu te concentres sur du local et en fait tu as de la place pour tout le monde parce que dans telle place tu auras ta microbrasserie, tu auras ta petite boulangerie du coin. Tu sais, t'arrêtes de vouloir toujours faire du gros, mais tu te concentres sur tout ce qu'il y a autour à une certaine mesure, tu vois. Après, il faut se rentable, évidemment. Mais tu peux être rentable en touchant un certain, tu vois, t'es pas obligé de... Il faut faire du luxe un peu, il faut faire un petit peu de l'expérience, des choses. Des compétences. Tu n'es pas obligé de vendre que de la bière, tu peux vendre l'expérience, tu peux vendre les dîners champêtres au milieu des framboises, je pense à Jackalope, entre autres, une brasserie au Québec. Eux autres, tu vois, ils font pousser leurs framboises, ils ont des terrains de volleyball, tu peux visiter la ferme, ils produisent une partie de leur orge. Il y a quelque chose de vraiment full up. Les gars ont 25 ans, là. Moi, ça, là, eux autres, c'est l'avenir du Québec, tu vois. Je veux dire, l'avenir de la microbrasserie au Québec, c'est ça. Ce serait inventé. Tu sais, des gens là, qui n'ont pas de limite dans leur imagination, puis qui n'ont pas peur des gros projets. Puis, tu sais, ils ont besoin de framboises, on va faire pousser des framboises. On veut de l'orge, on va faire notre propre orge. Tu sais, on a notre chai dans une grange à côté, puis on fait visiter. Puis ça, c'est important. Tu sais, c'est important que le client ait l'expérience de c'est quoi de la bière artisanale. Et c'est important aussi de la vendre, je comprends, c'est important les volumes, puis c'est important la rentabilité, tout ça, mais on veut que les gens, tu sais, on est des artisans. Mais en fait, puis il y a un côté aussi où je trouve ça tellement plus cool de savoir qui est derrière ce que tu es en train de boire ou ce que tu es en train de faire ou de manger. Tu sais, mettre un visage, mettre une localité. N'importe quel buveur de bière devrait savoir c'est quoi le visage de la personne qui a fabriqué sa bière, parce que pourquoi pas, tu sais. Parce que c'est. Il y en a des plus timides que d'autres, évidemment. Ouais, mais tu crées une. Tu sais, même sans le visage précis, mais au moins. Mais tu devrais l'avoir rencontré, tu pourrais lui serrer la main, c'est pas compliqué. Ouais, puis pour moi j'aime ça l'idée que je vais acheter mon pain, je serre la main au boulanger, c'est mon boulanger, je veux dire. En France, on a ce concept-là, c'est mon boulanger. C'est pas un boulanger, c'est mon boulanger. C'est le mien. Et à moi, c'est celui de mon quartier, c'est le mien. C'est lui qui fait mon pain, tu comprends? C'est mon boulanger, comme t'as ton dentiste, t'as ton, je sais pas, là, ton assureur d'auto, j'en sais rien, whatever. Mais l'assureur d'auto, c'est quand même un exemple de merde. Mais mettons que, tu sais, je sais pas, pour moi, j'aime ça, l'idée que. Puis tu vois, je m'en rendais pas compte. Je viens d'arriver chez Riverbend. Je suis parti de l'opéra, puis ça allait super bien l'opéra. J'adorais l'opéra. L'opéra, si vous me voyez, salut. Puis tu sais, j'avais du fun là. Puis je suis parti ici, puis il y a plein de clients qui m'ont écrit. Et je m'attendais pas à ça. Pour moi, les clients, ils boivent la bière, ils s'en foutent de ma gueule. Puis ils m'ont écrit tout. Puis je suis comme, Chris, les gens me suivent, ils aiment ce que je fais, ils aiment ça, avoir leur bras. C'est un truc de la même manière qu'on a notre boulanger. Si le boulanger il déménage, moi ça peut me faire chier. Si je suis habitué à avoir son pain et tout. Ouais, j'aime cette idée-là. Où tu consommes des produits d'un artisan qui aime ce qu'il fait ça avec passion, qui fait ça avec. Tu profites de sa passion, puis s'il s'en va, s'il s'en va, t'es deg parce que le mec il donnait un petit bout de ce qu'il aimait, tu vois. Exact. C'est ça. Puis ça veut dire que j'ai réussi à partager ça avec eux autres. Puis t'as transmis quelque chose de en vrai, plus c'est que de la bière. C'est un peu triste parce que je m'en rends compte en partant, mais ça a été un peu émotif quand même, de se dire il y a des gens qui suivaient ce que je faisais. Je m'en rendais pas compte. Moi, évidemment, à un moment donné, t'as la tête dans le guidon, tu travailles. Je veux dire, c'est solitaire une brasserie. Je veux dire, c'est un univers de stainless, t'es tout seul, puis voilà. Mais à un moment donné, tu te rends compte, Chris, je fais ça, je fais du volume, tout. Mais à un moment donné, il y a des gens qui suivent ce que je fais, tu sais. T'es souvent en arrière et que tu vois pas le devant. C'est pour ça que moi j'aime bien des fois me reconnecter, tu vois, en tournant, chance que j'ai en boulangerie, d'être retourné dans un petit local, d'avoir les clients qui viennent, tu les vois. Avant l'opéra, la brasserie était dans le pub. C'est ça. Mais c'était génial. Littéralement, tu es vitré comme ici. T'as les avis, t'as les gens en direct qui te parlent, qui te posent c'est des formidable. questions. Et ça te permet de te ressentir. Moi j'attendais, mettons, pendant l'ébullition, je sais pas, ça dure 1 heure. J'allais au bar, j'allais avec les clients, il y avait tout le temps des réguliers. Et puis, comment ça va? C'est quoi que tu brasses aujourd'hui? Puis tout. Mais ça, c'est génial. Pour moi, la microbrasserie, on parle de l'avenir de la microbrasserie. Pour moi, il faudrait que les usines ferment toute la gang. Moi, je suis un peu extrême. Mais retrouvons les vieux pubs, retrouvons les endroits où il y a tu vois les cuves, tu vois le brasseur, tu peux le côtoyer, tu peux y serrer la main, tu peux me rentrer dans la brasserie. Tu sais, rentre dans la brasserie, esti. Viens, viens pas avec des bottes crottées ou quoi, mais viens, esti, viens. Et viens dire bonjour, viens, comment qu'il va, qu'est-ce que ça brasse? Moi, ça, là.
c'est de la décroissance à quelque part, mais pour moi l'avenir c'est la décroissance en valeur. C'est de la décroissance pour moi c'est genre tu refais les choses en recroissant. Tu décrois au début, mais en fait, si tout le monde faisait des les valeurs, c'est la croissance dans les valeurs. Il y a moins de croissance dans les dollars, mais il y a plus de valeur dans les. C'est ça. Si tu veux, je sais pas, arrête d'acheter des projets assez. Tu permets à plein de gens de faire des petites productions beaucoup plus. De vivre de leur truc. Il y en a, ils cherchent pas forcément beaucoup de cash, ils cherchent à faire un taf qui leur plaît. Oui, et puis en plus, gagner assez d'argent pour vivre. Et en fait, il faut comprendre une affaire aussi, c'est quand il y a toute une pyramide de fonctionnement comme ça que tu vas encourager une microbrasserie, tu n'encourages pas la microbrasserie, tu encourages la microbrasserie, le producteur des fruits de la microbrasserie, le producteur de... Tu sais, quand on fait affaire avec plein de producteurs, quand tu achètes une bière de Riverbend ou whatever, t'achètes la bière de Riverbend, t'achètes excusez, littéralement à côté du micro en plus, bien. Bien, bon, non, le micro il est là. C'est l'amour de ma vie. Salut l'amour de ma vie. Je te répondrai plus tard, ok? Hop, voilà. Si jamais tu me vois, je suis désolé, je pouvais pas répondre. C'est moi qui le garde. Voilà. Mais non, c'est ça. Je veux dire, Riverbend, il y a tout ça. Il y a ces petits producteurs-là qui m'ont encouragé. Il y a toute l'organisation autour. Puis c'est fragile tout ça. C'est petit, donc c'est fragile. Donc faut encourager ça. Ouais. Bah c'est bien parce que ça me permet de rebondir sur les valeurs importantes. Tu vois, moi c'est pareil, je pense que c'est important de réengager des valeurs, de réengager des choses importantes. Et quelles sont les valeurs pour toi qui te drivent le plus dans ton métier, dans ta vie en général? La créativité dans le métier, c'est sûr. Moi, à la minute où ça devient moins créatif, ça m'intéresse plus du tout. En fait, je veux dire, faire ce métier-là, on s'entend que c'est pas... c'est correct, je vais te répondre, ce sera pas long. Disons que c'est un métier qui est... Il y a la créativité, on fait juste de la bière, je veux dire, on n'est pas... j'envoie pas une fusée sur la lune, tu sais. Ça fait que ce qui rend ce métier-là extraordinaire, c'est le côté à tous les jours, c'est différent parce qu'on peut tout changer tout le temps, on peut tout réinventer tout le temps. Et ça, c'est fascinant. S'il n'y a plus ça, je veux dire, je produis de la bière, je produis du fromage, je produis des voitures en série ou whatever sur une chaîne de production. Ça reste une job d'usine. Hein. Aujourd'hui, j'ai fait de l'encanage, j'ai passé la journée à mettre des canettes dans des boîtes. Hein. C'est une job de Chinois. Le respect aux Chinois qui sont là. Mais, mais tu vois ce que je veux dire? Sans doute mieux que toi. Ouais, sûrement. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est une job répétitive, quoi. C'est des jobs en. Mais il y a toujours des parties répétitives. Mais la partie créative qui est là, c'est ça qui change tout. Puis si elle est plus là, ça n'a plus aucun intérêt. Ça, on perd toute la logique. Tu perds même de ta patte à toi. Ah oui, tu perds complètement l'intérêt du métier. Donc, et à ça, évidemment, on a la chance d'avoir une petite industrie, surtout au Québec. En France, évidemment, c'est plus grand, mais ici, on est 7 millions. Il y a 300 brasseries. Ça paraît gros, 300 brasseries. En France, il y en a pas mal plus que ça. Donc, on se connaît tous. Et puis on s'aime tous, puis on peut se poser des questions, des conseils. En France quand même, tu vois, je trouve, même dans le monde entier, ça qui m'a étonné, c'est que le milieu, en boulangerie par exemple, je trouve ça super intéressant, c'est qu'il est grand, il est vaste, mais entre guillemets, tout le monde se connaît un petit peu, tout le monde voit ce que les autres font, les gens sont ultra abordables, tu sais, tu peux envoyer un message sur Instagram, peu importe, et les mecs vont te répondre, les gens vont partager des idées, te donner des conseils, des recettes. Moi ça m'est arrivé de demander des conseils aux gars de Donham par exemple, c'est la brasserie que j'admire le plus au Québec, ils m'ont répondu friendly, avec genre bien ouvert comme tu me disais tantôt, est-ce que les recettes tu les ouvres? Bon, c'est pas tous les brasseurs qui les ouvrent, mais moi les brasseurs qui les ouvrent, c'est ceux qui ont le plus confiance en leur travail. Il n'y a pas de problème. Il y a des brasseurs qui les ouvrent pas du tout. Puis c'est correct aussi, je respecte aussi. Chacun, après, c'est des choix. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que moi, tu m'appelles pour avoir un conseil. Je te cacherai rien, ça va me faire plaisir. Après, il y a des brasseries qui gardent les levures secrètes, des choses comme ça. Ça existe, ça fait partie du folklore aussi, c'est correct. Mais tu sais, je pense que c'est ça. L'échange entre les brasseurs, ça crée de la créativité. Là. C'est bouillant, tu sais. Puis ça, il faut garder ça, là, parce que s'il n'y a pas ça, tous les produits vont devenir pareils, puis c'est pas si ouf. Ok. Mais bon. Et justement, là, pour tirer un petit point d'honneur à ce podcast, comme on parle de valeurs, tu vois, moi j'ai créé le podcast et un peu tout ce que j'essaie de créer dans ma vie, c'est autour de 3 piliers qui sont fondamentaux pour moi, qui sont en fait la bienveillance, le savoir et la transmission. C'est des choses, c'est un peu la trinité que je m'accorde et j'essaye de toujours faire des choses dans ces valeurs. C'est bien d'avoir des valeurs comme ça que tu définis. Ouais, c'est ça. Et surtout pour le podcast, pour toutes mes choses professionnelles, j'essaie de me fixer à ça. Et justement, c'est toujours la même question que je pose à tous mes invités en fin de podcast, c'est selon ces 3 piliers-là, bienveillance, savoir et transmission,
lequel toi te parle le plus et tu choisirais et tu pourrais me définir pourquoi tu aurais choisi ce pilier? La bienveillance tout de suite, parce que s'il n'y a pas de bienveillance, le reste il sert à rien. Je veux dire, si on commence à tous tirer dans les pattes, celui qui sait les mieux, on s'en fout, il va peut-être crever avant d'avoir le temps de faire quelque chose. Je veux dire, tu sais, s'il n'y a pas de bienveillance, on a la chance, en plus, le domaine de la microbrasserie, on dit tout le temps, c'est fraternel, tout ça. Puis, en fait, ça aide un peu parce qu'on est tous plus ou moins, tu sais, je t'ai parlé tantôt du fait qu'on a un peu un 15-ish% des parts de marché au Québec, non? En fait, toutes les microbrasseries sont contre Molson et compagnie, donc on est bienveillants entre nous. En même temps, on n'est pas malveillants envers Molson puis tout. On ne passe pas notre temps à leur cracher dessus non plus. On fait nos affaires, ils font leurs affaires, c'est correct. Bon, mais entre nous, on est bienveillants, évidemment. Puis ça fait une industrie tellement plus saine. Je veux dire, j'en ai connu d'autres domaines. Par exemple, le domaine de la recherche scientifique, par exemple, dans lequel j'ai travaillé longtemps. Bon, ben là, t'as l'histoire de genre qui publie l'article, qui a son nom avant l'autre, et là, tout le monde est un peu ambitieux, donc forcément, tout le monde... Là, ça se tire dans les pattes. À la fin, c'est improductif, ça n'a aucun sens, parce que celui qui parle plus fort ou celui qui parle moins fort, ça n'a aucun sens. C'est intéressant pour nous. À la fin, la bienveillance, moi, je te dirais que s'il n'y a pas de bienveillance, moi, je change de métier. Ouais. Évidemment, j'ai besoin du savoir. Évidemment, j'ai besoin de la transmission aussi. Les trois sont très liés. Évidemment, j'ai besoin des trois, mais s'il n'y a pas de bienveillance, je ne vois pas l'intérêt de transmettre ton savoir ou quoi que ce soit. Je veux dire, ou même d'avoir du savoir. Je veux dire, si c'est de manière s'il n'y a pas de bienveillance, moi, je ne veux pas travailler. Et pour une dernière, ce serait qu'est-ce que tu mettrais en place concrètement? Qu'est-ce que tu mets en place? Quel conseil tu pourrais donner aux gens pour mettre en place de la bienveillance directement, toi, dans ton quotidien ou dans ton métier? Sois humble, arrête les brasseurs, il y a un truc, honnêtement, il y a un truc qui m'énerve dans le milieu des microbrasseries versus, par exemple, la boulangerie. Tu vois, je trouve que le boulanger, il est anonyme, en général. Pas tous. Pas tous, évidemment. Avec les réseaux, maintenant. Ouais, je sais comment ça marche, mais disons que les brasseurs, il y a un petit côté un peu... pas star system, là, mais disons que les brasseurs sont beaucoup mis de l'avant. Puis à un moment donné, il y en a qui prennent, tu sais, comme... Le melon, ouais, un peu. Puis honnêtement, ça c'est plate. Moi, je pense que si tu veux être bienveillant, là, sois humble. Tu sais, genre, ce que tu fais, ça va être la meilleure bière du monde. Tu l'as fait pour les gens, tu sais, tu l'as fait pour le goût, tu l'as fait pas pour te mettre en valeur toi, tu sais. Moi, je travaille pour la bière, là, je veux dire, mais tu sais, je l'ai déjà dit à plusieurs de mes patrons dans le passé, je travaille pas pour toi, je travaille pour la bière. Tu sais, moi, ma job, je travaille pour la bière, j'essaie de faire ce que je peux faire de mieux pour ça. Après, à un moment donné, si ton intérêt va pas dans l'intérêt de la bière, ben, je vais pas dans ton intérêt, je vais changer. Bon. Mais pas toujours pour ça que je m'en vais, là. Je veux dire, j'ai rien à reprocher à mes anciens employeurs, là. Passons, salut les anciens employeurs. mais je veux dire, tu sais, il y a quelque chose comme ça que c'est important, là, c'est ça, c'est important d'être humble dans ce que tu fais. Puis, parce qu'aussi, si t'es pas humble, t'apprends plus. Tu sais, si tu veux continuer à apprendre, il faut reconnaître que la personne en face de toi, elle a quelque chose à te donner. Puis, elle a forcément quelque chose à te donner. C'est à toi d'aller chercher c'est quoi. Pour aller chercher, il faut être humble. Il y a quelque chose comme ça si tu veux être bienveillant, ça passe par l'humilité selon moi, là, mais c'est ça. Puis sûrement que non seulement tu peux aller chercher quelque chose sur la personne en face, mais tu peux lui apporter quelque chose aussi. Puis ça aussi, ça se fait avec l'humilité. C'est ça. Tout à fait. Tu peux pas toujours donner des leçons aux gens, là. Des fois il faut accompagner, ou il faut... C'est ça. Bon, il y a des façons de faire. Puis c'est important de le faire de la bonne façon. Ok, je suis 100% d'accord avec toi dans ce que tu viens de dire. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup Lionel, c'était un plaisir d'échanger avec toi pour ce podcast. Avec plaisir également. Au plaisir de se retrouver. Et puis de boire une petite eau pétillante. Et de boire une autre petite eau pétillante. Salut les amis. C'est déjà la fin de cet épisode de Fermente Mieux. Je tiens à remercier chaleureusement notre invité d'avoir partagé son expertise et son expérience avec nous aujourd'hui. Un grand merci également à vous, chers auditeurs, pour votre écoute attentive. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, votre famille et vos collègues. Votre avis compte énormément pour nous. Alors prenez un moment pour nous laisser un commentaire ou une note sur votre plateforme préférée comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou YouTube. Un j'aime ou 5 étoiles, bien évidemment. N'oubliez pas, vos retours sont précieux. Partagez vos avis, vos réflexions et vos idées en commentaire. J'ai hâte de connaître votre point de vue sur les sujets que nous avons abordés au cours de cette émission. Restez connectés, car de nombreux autres épisodes passionnants sont à venir, avec toujours plus d'invités inspirants et de sujets captivants.
Merci encore pour votre fidélité à Ferment Mind, le podcast qui pétrit les idées et nourrit les esprits. À très bientôt.